Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. L'invité de Caroline Parmentier et Martial Bild est un ingénieur et, selon sa propre définition, un sociologue misanthrope. C'est un habitué des plateaux TV et il s'est fait connaître comme animateur de M6. C'est le créateur d'hommesdinfluence.com. Il anime des séminaires de sociologie appliqués aux relations hommes-femmes depuis 2006. À 40 ans, ce spécialiste de l'intelligence sociale est un personnage qui se dit sulfureux, dont les propos étonnent souvent et choquent parfois. Je vous demande d'accueillir Stéphane Edouard. Bienvenue sur Bistro Liberté. Madré, quel portrait, on va avoir des choses à se dire. Avant de vous céder la parole, vous allez voir, très vite les questions vont arriver. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs de Bistro Liberté combien je suis heureux de leur réaction. Nous avons lancé il y a 15 jours une nouvelle formule de Bistro Liberté avec Marcel Campion. Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre point de vue. Ça, c'est pour nous important. L'arrivée de Caroline Parmentier, alors c'est unanimement apprécié. Bonjour Caroline, merci. Bonsoir Martial. Co-animer dorénavant avec moi ce Bistro Liberté. Merci à vous. C'est une grande joie, un grand honneur, comme vous savez. On dit que la deuxième fois est plus difficile que la première. Alors je ne sais pas, je ne me souviens pas. Alors là, il y a la possibilité de vous avoir comme co-animatrice. Il y a aussi la possibilité d'avoir des sociétaires qui interviennent plus souvent dans l'émission. Et ça aussi, vous avez apprécié. Et je salue tout de suite les anciens, Philippe Randa d'Euroliberté, Nicolas Gauthier pour Boulevard Voltaire. Bonjour messieurs, bonsoir à vous. Et notre petit nouveau, à chaque fois, nous aurons des sociétaires qui vont venir nous voir et qui vous ne connaissez pas forcément, encore que si vous regardez l'émission cette année-là sur TV Liberté, vous le connaissez. Il s'agit de Patrick Luzinski, qui représente le magazine Éléments. Et vous en êtes le directeur artistique. Ouais, c'est le titre qu'on m'a donné. Ouais, c'est super, directeur artistique. Alors, dernière chose, on a mis en place des nouvelles rubriques. Bon, il y a une rubrique qui ne vous convient pas, c'était procureur-avocat. Vous n'avez pas trouvé ça remarquable, vous n'avez pas trouvé ça formidable. Ça n'a pas fait l'unanimité. Alors, on y retravaille. Et aujourd'hui, de toute façon, Caroline a décidé d'être le procureur. On n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour évoquer votre travail. Stéphane Edouard, la première question que je vous pose, elle est simple. Vous disposez, et vous le dites souvent, d'une trousse à outils sociologiques. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse à outils ? Alors, merci Martial, merci à tous de me recevoir. J'espère être à la hauteur de l'accueil que vous m'avez fait, déjà, c'est le moindre des choses. Alors, effectivement, la première difficulté, quand on exerce une profession qui n'est pas réglementée, qui n'existe pas et pour laquelle il n'existe pas de belles plaques noires avec, vous savez, vos initiales en doré et puis votre titre en dessous, comme cardiologue, psychothérapeute, psychoanalyste, etc., eh ben, votre première difficulté est d'expliquer ce que vous faites. Quand on a inventé sa profession et qu'on est à peu près le seul en France à le faire, il faut non seulement être capable de l'expliquer, mais que ça tienne en une phrase, aussi possible en un mot. Alors avant, j'avais une explication très très longue, et maintenant, quand on me demande, je dis une espèce de psy. Alors là, on me rétorque immédiatement, mais une espèce de psy, pourquoi t'es pas vraiment psy ? T'as échoué, ou t'es trop bête, ou... Alors je dis non, ni l'un ni l'autre, enfin en tout cas je n'espère pas. Simplement, je n'étais pas satisfait. Je m'intéresse aux dilemmes relationnels, aux relations hommes-femmes, aux événements sociétaux, à l'analyse média-politique également. Simplement, je n'étais pas satisfait des outils que la psychologie, la psychanalyse et la psychothérapie mettent à notre disposition depuis 40 et 50 ans. Cette espèce de gloubi-boulga néo-lacanien, néo-freudien, néo-jungien, tout cela mélangé et mal digéré, m'évoque une citation, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était Verlaine, qui disait « Les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie ». Eh bien, on a tous de la psychologie et des sentiments en général une idée si vague que tout le monde se croit psychologue. Moi, je dis non, quelqu'un qui sait expliquer le cœur humain est quelqu'un qui dispose d'outils assez rigoureux qu'il peut appliquer à un ensemble de cas. Répondre à l'intuition, c'est bien. Donner un avis comme ça, subjectif, c'est bien. Mais quand le subjectif et l'intuition sont adossés à un esprit de synthèse, à une mise en perspective et à des éléments concrets un petit peu ingénieriaux, parce que je n'oublie pas que je suis scientifique à la base, eh ben c'est mieux. Donc dans cette trousse à outils, on va trouver des petits mots à moi, comme la théorie des camemberts, les occurrences, les coïncidences, les récurrences, la gifle de réalisme, voilà, toutes ces petites choses que j'aime à répéter
à ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter, parce que comme disait Gide, toutes choses sont déjà dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours tout répéter. Patrick, à vous d'aller faire un tour chez le psy, alors. Oui, moi ce qui m'a intéressé dans votre travail, c'est que je me suis aperçu quand on tape votre nom sur parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ne connaît pas quelqu'un aujourd'hui, on tape sur Google et on tombe sur... C'est que vous êtes sociologue, mais alors les sociologues, ils ne vous aiment pas beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a que des critiques sur vous. Et vous me faites penser un peu à ce qui s'est passé chez le géographe Christophe Guilluy, qui m'avait expliqué qu'en fait, le monde universitaire, il s'en foutait totalement. Est-ce que vous êtes un peu dans cette vague à se dire que aujourd'hui, ce qui doit émerger, les pensées neuves qui doivent émerger, elles sont en dehors du monde universitaire? Alors, en fait, il faut bien comprendre comment subsiste un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche prend ses sous dans deux poches. La poche de la grande école ou de l'université à laquelle il est adossé, c'est la première et généralement pas la plus profonde. Et la plus profonde, c'est la poche de l'État ou des collectivités locales ou des entreprises privées qui lui achètent des missions de sociologie, conseil un petit peu fourre-tout, dans lesquelles nos professeurs nous ordonnent, à défaut de nous enjoindre, ils nous ordonnent de nous y adonner, parce que c'est comme ça qu'ils touchent des bourses et des subventions. Donc, vous avez l'impression que je m'éloigne de votre question, c'est pas le cas. C'est très clair. Si je voulais être adoubé par mon corps professoral à Sciences Po, je devais accepter un des deux sujets suivants. Et si je le refusais et que je choisissais mon sujet de thèse, enfin de mémoire pour être plus précis, eh bien, je perdais le radoubement. Donc j'aurais dû, pour avoir les honneurs du sérail, choisir d'étudier les croque-morts ou la PAC, la politique agricole commune, dans l'Union européenne. Moi, j'aurais choisi ça, moi. Car c'était... Les croque-morts, c'est plus rigolo, quand même. C'était en 2002-2003. Les deux sujets, et je mets quiconque au défi de le vérifier, comme dit l'autre, c'est vérifiable, c'était les deux seuls derniers sujets pour lesquels le laboratoire de recherche en sociologie de l'action organisée de Sciences Po Paris, dirigé par Erhard Friberg et Michel Crozier, pour ceux qui veulent vérifier, était subventionné. Donc, je me suis donné une nuit de réflexion. Et puis 2 minutes après, j'ai dit, mais je ne vais pas faire ça quand même, j'ai 20 ans, j'ai toute la vie devant moi, je ne vais pas étudier les croque-morts et des bouseux, quoi. C'est nos impôts qui payent ça, quoi. Pardon ? C'est nos impôts qui payent ça. C'est mi-privé, pour les croque-morts, c'était privé, pour le reste, c'est les fonds de l'Union européenne, qui sont indirectement nos impôts, puisqu'elles nous reversent, enfin bon, bref. Les croque-morts, on y passera tous, donc. Voilà, c'est ça. Et donc, par début de dissidence, je leur ai soumis un sujet qui était le marché des comédiens à Paris, car je prenais en parallèle les cours de théâtre avec un grand monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Cet univers me fascinait. J'étais adoubé par ce monsieur, ce qui m'importait beaucoup plus que d'être adoubé par Sciences Po. Et je leur ai proposé la fusion. J'ai dit, voulez-vous vous rencontrer ? Donc, Sciences Po m'a dit, mais écoutez, votre type, on ne le connaît pas, ça ne vous intéresse pas. Cochet m'a dit, jamais de la vie. Donc, j'ai essayé de faire la réconciliation, ça n'a pas marché. J'ai quand même apporté un sujet en disant, écoutez, est-ce que vous allez vraiment beaucoup me détester si j'étudie le théâtre plutôt que les croque-morts ? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Donc j'ai coché théâtre, et puis ils m'ont dit, bon, bah, très bien, ils m'ont mis 13, ce qui est la note en fait éliminatoire pour une thèse. Une thèse, c'est 14. Donc on vous met 13, ça veut dire on vous aime bien, mais surtout ne revenez pas. Et donc il faut choisir, comme disait Bob Dylan, on sert tous quelqu'un, you've got to serve somebody, mais très tôt, j'ai choisi de servir certains et de desservir d'autres. Hein. C'est toujours le yin et le yang, quand on inclut, on exclut, quand on préfère, on discrimine, et quand on sert l'un, ben, on ne sert pas l'autre. C'est tragique, mais c'est la vie. Bob Dylan, le prix Nobel de littérature, je le rappelle. Absolument. Une deuxième question, Patrick ? Oui, alors c'est un peu une conclusion par rapport à la première, c'est est-ce qu'il faut être de gauche pour être sociologue ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème. Alors effectivement, oui, pour éviter toute langue de bois, de toute façon, je ne suis pas trop la langue de bois, et puis j'espère personne autour de cette table, il y a clairement une surreprésentation, on va dire, d'un courant de pensée qui, à défaut de le considérer de gauche, on pourrait dire qu'il est un peu on prône une certaine utopie égalitaire et avec une terreur absolue de la discrimination, en fait. Et donc,
de là s'insinue un peu la tolérance de l'intolérance, c'est-à-dire qu'en fait on se fait le chantre de la tolérance jusqu'à ce que vous opposiez une contradiction chiffrée ou une contradiction historique ou quoi que ce soit. Ça c'est la limite absolue au-delà de laquelle évidemment vous n'êtes plus dans les petits papiers du journal François, comme disait Cyrano. Donc on vous subventionne un petit peu moins, ou on vous met une note qui vous empêche de faire quelque chose à un demi-point ou à un point près, ou bien, sans éléments contre vous, on discerne, on pressent que vous êtes un petit peu rétif, que vous ne serez pas tout à fait corvéable et que vous ne vous plierez pas assez facilement. C'est ce que j'avais senti intuitivement avec ce processus de bons points, là, de notes un petit peu comme ça, fixées arbitrairement. Je n'avais pas forcément tout compris aux subventions, mais j'avais eu la surprise de la vie, on va dire, ni désagréable ni agréable, de constater que mon tuteur de mémoire, qui s'appelait Pierre-François, et avec qui j'étais relativement en désaccord sur tout, en désaccord d'apparence en tout cas, avait réutilisé mon travail pour un travail qu'il avait vendu. Donc moi, j'avais étudié le marché des comédiens à Paris. Tout ce que je dis est vérifiable. Je m'adresse tout ce que je dis est vérifiable. Vous pourrez le trouver en ligne. Moi, j'avais rédigé un mémoire qui s'appelle Articulation de l'école et du marché et de je sais plus quoi dans le marché de l'emploi des comédiens à Paris. Et il avait réutilisé toute la deuxième partie, donc environ 60-70 pages, pour un travail à lui sur les orchestres de l'Opéra Garnier et de l'Opéra Bastille. Ouais, très honnête, vraiment. Ouais. Je vous en laisse le... Voilà. On enchaîne avec deux questions de Philippe. On comprend maintenant que vous n'avez pas attendu vos déboires post-M6 avec la campagne des réseaux sociaux contre vous pour avoir heurté les autoproclamés gardiens de la bien-pensance. Vous vous retrouvez dans le camp des parias aujourd'hui. Vous avez été viré de M6. Vous l'aviez anticipé tout ça ? Alors, à côté de mon activité de conférencier, j'écris une conférence sur mes sujets une par mois depuis 10 ans. J'ai effectivement développé un hobby qui est de me faire virer des médias. Alors, avec un certain talent et un certain brio. Alors, ça a commencé par un journal... un journal papier qui m'avait promis une chronique, et puis finalement, après me l'avoir fait réécrire 4 fois, il l'avait jugée un petit peu trop corrosive, et donc elle était passée à la trappe. Lequel voilà. Non, mais il n'existe plus. Enfin, un journal pour hommes, un concurrent de GQ. Bon, c'est pire qu'à présent, dites donc. Non, à présent, Stéphane Edouard écrit quand il veut. Alors ensuite, j'ai été viré de la radio, puisque j'animais une chronique le lundi à 15h sur RMC, aux côtés d'une charmante ex-actrice porno qui avait décidé que les émotions humaines... c'est un fait, c'est-à-dire qu'elle faisait du porno, elle était actrice, donc c'est une actrice porno. Et qui avait décidé qu'en fait, la raison, le dogme de la raison était de son côté de la table. Une émission très suivie d'ailleurs. Oui, c'était la plus suivie de l'après-midi. Oui. Et donc... C'est vrai qu'elle était assez autoritaire, Dans mon souvenir. C'est Brigitte Lahaie, moi je l'ai interviewée à plusieurs reprises. Oui, effectivement, c'est quelqu'un de remarquable. Hein. Oui, alors en fait, j'ai eu un doute. J'ai fait une émission de télévision avec Brigitte Lahaie. Bien sûr, maintenant que vous n'avez pas tourné les films, alors on continue. Je regrette, oui. Alors en réalité... elle est plus sympa que Caroline Fourès, par exemple. Mais j'ai pas eu l'honneur de la rencontrer, j'attends ce jour avec impatience. Alors nous avions 2 différends avec Brigitte Lahaie. Le premier était qu'elle avait des problèmes de conjonction de temps. Et donc, du coup, elle se trompait dans ses conjonctions de temps. Et comme moi, je me trompais un petit peu moins qu'elle, elle me reprenait ma syntaxe. Alors, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc, elle m'agaçait déjà à me reprendre ma syntaxe entre les publicités, en me disant « mais non, on ne dit pas... » Ça m'agaçait. Et puis, un jour, pour la Saint-Valentin, je crois, il fallait que j'arrive avec des propositions de jeux pour renforcer le couple. Enfin, vous savez, c'était niveau, évidemment, du média qui l'a diffusé. Ouais. Non, pas forcément coquin. Et donc, j'avais proposé un stage de cuisine ensemble. Parce que c'est pas coquin. Plus personne ne sait. Non, mais Caroline, c'est pas coquin. J'ai une sexualité très auditive. Hein. Moi, la réalité concrète m'intéresse peu, en fait. Donc, j'avais proposé un stage de cuisine. Et ça a été mal compris. Ça a été pris pour une injonction à envoyer les femmes à la cuisine. Alors qu'en fait, si on réécoute la chronique,
je disais, voilà, cuisiner en même temps, c'est l'occasion de partager, etc. Et elles étaient deux. Surtout pour une dinde fourrée, par exemple. Elles étaient deux, donc de l'autre côté de la table. Une écrivaine que j'avais en plus invitée et rémunérée à une de mes conférences, donc qui aurait dû être de mon côté. Mais, comme dit la grande néo-féministe Camille Paglia, il y a toujours ça s'appelle la coercition des phéromones. Vous savez, quand vous avez deux femmes d'un côté, elles sont toujours ensemble contre vous. Quoi que vous disiez, c'est pas de moi. Hein, donc, toutes les citations misogynes ne sont pas de moi, j'ai les sources, donc hop, ça glisse, mais c'est pas de moi. Et donc elles se sont mises contre moi en disant mais qu'est-ce qu'il est macho, Et en fait je ne comprenais pas du tout, puisque j'évoquais un stage de cuisine à deux, pas d'envoyer la femme au fourneau. Et donc, évidemment, comme dans toute bonne provocation répétée, à un moment, on a une saillie qui sort, on a quelque chose, alors elle a fait une faute grossière, et je lui ai dit, vous savez, c'est au féminin cet adjectif, parce que... Ah là là. Et elle m'a fait un immense sourire avec ses grands yeux bleus figés. Là, je me suis dit, soit elle me veut, soit je suis viré. Ouais. Et elle ne me voulait pas, en fait. Ça se termine mal. J'ai quand même tenu 17 ou 18 semaines. C'est mon record. Après, voilà, M6, donc... une émission de télé-réalité, même s'il faut l'appeler une expérience de je sais pas quoi, enfin je me souviens plus, j'ai oublié la terminologie, la sémantique, car vous savez qu'aujourd'hui tout est symbole, tout est sémantique, donc il y avait des mots à prononcer, ce n'était pas un jeu, c'était une expérience, ce n'était pas de la télé-réalité, c'était de la science humaine, bon bref, c'était de la télé-réalité. Et là j'ai pas tenu 17 semaines, j'en ai tenu un petit peu moins, jusqu'à ce qu'une charmante journaliste féministe, pléonasme, d'un gratuit qu'on donne dans le métro et sur lequel en général les gens s'essuient les pieds. Vous savez, quand il pleut, on prend le gratuit, puis on s'essuie un petit peu le... Il doit y avoir une vocation, un symbole, quelque chose. Et décide en fait que j'étais un petit peu trop, je ne sais pas quoi, mais en tout cas que je ne lui plaisais pas. Donc elle s'est livrée à un savant collage d'expressions que je n'ai pas prononcées, comme le fameux « dresser sa femme ». Donc elle a trouvé une vidéo où je critiquais un imbécile sur Internet qui écrivait « il faut dresser les femmes ». Et c'est devenu ma phrase. Montage caractérisé, en effet. On poursuit les questions. Les relations amoureuses, Philippe, votre spécialité. Vous en faites votre profession depuis des années. Vous étudiez les relations entre les hommes et les femmes. Mais ça doit quand même impacter votre vie personnelle, votre approche avec vos amis, vos compagnes, votre épouse peut-être, je ne sais pas. Mais quand on étudie toujours les autres, forcément, on doit considérer ensuite tous les éléments féminins ou masculins, mais surtout féminins, comme des cobayes de laboratoire, non ? Oui, alors c'est un... Ça n'arrête jamais, votre étude. Non, enfin oui et non, c'est un petit peu comme si vous disiez à un ingénieur qui passe sur un pont quelle est la portance, quel est le couple, de quelle longueur est l'arche. Il doit y penser à chaque fois qu'il passe sur un pont. Je ne pense pas. Je pense au contraire qu'on est branché, on est câblé de façon à isoler un petit peu ses sphères mentales et que quand on n'a pas envie d'y penser, on n'y pense pas. Après, quand ça me permet d'avoir un coup d'avance et de ne pas finir avec 2 divorces sur le dos, 3 pensions et 4 gamins en vadrouille, eh bien, je m'en félicite plutôt, car c'est désormais le sort, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est tragique, mais c'est la réalité, c'est pas moi qui fais les stats. Désormais, les couples, ça dure 12 ans en moyenne, 2 couples sur 3 sont séparés à Paris, enfin, on va pas rappeler tous ces chiffres qui sont un petit peu tragiques. Voilà, ça me permet de naviguer, de ne pas trop encore avoir coulé dans l'univers impitoyable des rencontres, et puis de temps en temps, ça me fait rire, parce que j'entends de la bouche de quelqu'un une phrase que j'ai écrite ou dite en séminaire il y a 10 ans, je ne le dis pas, et puis je souris en coin. Mais vous savez, l'amour... Donc il n'y a pas d'interférence entre les heures de bureau et les heures privées. En fait, quand on travaille à son compte, on travaille souvent la nuit. Donc si on est seul, c'est bien. Sinon, forcément, il faut un petit peu s'isoler. Non, mais en fait, je ne sais plus qui a dit, l'amour dure jusqu'au moment où l'expérience dépasse les certitudes. Et effectivement, quand on a beaucoup recherché sur le sujet, ce moment arrive plus vite. C'est-à-dire qu'on est plus vite fixé sur le potentiel d'une relation. On sait plus vite si ça ne va nulle part, et on sait un petit peu plus vite si ça va quelque part, mais on ne sait pas où ça va. Le féminisme historique. Oui, alors, historiquement, le féminisme demandait une équité juridique, ce qui a été effectivement globalement une chose acquise maintenant. Mais vous évoquez un féminisme 2.0, voire 3.0, qui se résumerait aujourd'hui une espèce de quête infinie de nouveaux droits. En fait, c'est le droit toujours d'avoir des droits. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une quête sans fin? Et une quête sans fin n'est-elle pas une lutte stérile par essence? Là,
On monte d'un cran, on descend d'un octave pour bien capter l'attention et on monte d'un cran. Une lutte sans fin n'est-elle pas un combat stérile par essence? Alors, en fait, il faut bien adosser les combats féministes à l'époque à laquelle ils se sont déroulés. Sinon, on risque d'enfreindre la loi de la contextualisation et on risque de sortir une trousse à outils de type laser à l'époque de la préhistoire ou vice-versa. Donc, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. On est au 3.0. Pour résumer, pour nos auditeurs qui n'adonnent pas leurs heures perdues à étudier toute l'histoire du féminisme, ils font bien, ce n'est pas si passionnant. Il y a eu trois phases. La première, c'était une revendication civique qui a commencé à ce qu'on appelle les conventions de Niagara aux États-Unis pour que les droits des femmes soient inscrits sur la Constitution américaine dans l'amendement, je sais plus, 5 ou 6. Ensuite, le demi-siècle s'est passé et la deuxième phase a eu pour but d'enrichir ces droits avec notamment le droit de vote, le contrôle la liberté d'avorter, etc., même si ça s'est fait à des vitesses un petit peu différentes dans tout le monde occidental. Et alors, cette troisième phase, je pourrais presque réutiliser, si j'avais la flemme, la citation sur la poésie, c'est-à-dire que finalement, tout le monde a le féminisme à la bouche, sans faire ce qu'il conviendrait de faire en premier, c'est-à-dire de définir ce dont on parle. Donc il y a une confusion entre féminisme, féminité, féminitude. Il y a un combat, elle croise les bras, ça veut dire que je commence à rentrer dans les sujets tendus. Vous avez vu, je l'ai remarqué. Très observateur, bien sûr. Oui. Donc, le côté, vous êtes la seule femme autour de lui. Je ne parle pas du public, bien évidemment. Donc, moi aussi, j'avais remarqué. Aujourd'hui, il est de bon ton. Il est pour être dans les futurs promis de son entreprise, ou pour être dans ceux qui ont le bureau plus près de la fenêtre dans le journal, ou pour ceux qui auront peut-être la chance d'être mutés dans la ville qu'ils souhaitent. Il est de bon ton d'afficher un féminisme abstrait, sans qu'il ne soit jamais besoin de le définir, et qui, dans la pratique, consiste à promouvoir et à apprécier positivement toutes les facultés associées à la féminité, tout en dépréciant systématiquement toutes les facultés associées à la masculinité. C'est-à-dire, symboliquement, à vouloir d'un individu, d'une collectivité ou d'un État, qu'il est à la fois la force du père autoritaire et la tendresse de la mère nourricière. C'est-à-dire que tout ce qui va être typiquement masculin va être déprécié tout en disant que ça manque. Donc l'autorité, c'est très 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 vilain quand on met une gifle à un voyou qui traverse devant un bus et qui vous insulte. Mais néanmoins, quand on l'a plus, on se rend compte que ça manque et que rien ne fonctionne. Et en même temps, certaines qualités vont être, comme par exemple l'empathie, l'interprétation non verbale, l'intuition, toutes ces qualités abstraitement associées à la féminité vont être très très appréciées positivement. Chez les hommes. Voilà. Donc, vous parlez comme Zemmour un peu là en fait. Il y a quelque chose là. Alors Zemmour a quelque chose d'intéressant, qu'il a soit très raison, soit très tort. On m'a déjà fait cette remarque. Oui, là ça m'a sauté aux yeux en fait. Oui. On m'a déjà fait cette remarque et en réalité je suis parfois 100% sur sa ligne et parfois 100% en désaccord. Je me suis livré à l'exercice d'exprimer quand j'étais en désaccord. Par exemple, il avait réalisé avant l'été une analyse sur les droits des femmes en Arabie Saoudite par rapport au fait qu'elles puissent conduire ou pas. J'avais titré ma vidéo « Je suis en désaccord avec Zemmour ». Personne ne l'a regardé, ça n'intéressait personne. Par contre, quand je dis « je suis un petit peu d'accord », tout de suite, c'est... voilà. Donc il a grandement raison ou grandement tort selon les sujets. Ce n'est pas une attitude de Normand, mais il a souvent raison sur le féminisme. Et il a souvent tort sur d'autres sujets dans une certaine partie du monde. Vous aviez une question sur la pornographie? Oui, c'est une des grandes lacunes du féminisme contemporain. C'est que certaines de ces dames sont toujours prêtes à stigmatiser des comportements typiquement masculins. Ça va jusqu'à la condamnation du regard appuyé, dont la définition demeure encore à être précisée. Mais on les entend moins sur la pornographie de masse qui passe par Internet, et dont moins qu'on puisse dire, et qu'elle ne donne pas une image très gratifiante de la femme. Est-ce qu'on peut dire que ces féministes ont renoncé à lutter contre ce phénomène parce qu'ils ne veulent pas entraver l'extension du marché sans limite et donc, de fait, préfèrent concentrer leurs attaques sur une cible assez facile, qui est globalement le mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans? Alors, en effet, Non, je ne pensais pas spécialement à vous. Moi, j'ai pas 50 ans, donc tout va bien. Ça fait longtemps, mais...
le mâle cisgenre, comme on dit, qu'il convenait il y a encore 50 ans d'appeler le mâle normal, mais qui désormais est anormal, le mâle cisgenre, donc l'hétérosexuel plutôt pâle de 50 ans, est pris entre ce que les Romains anciens appelleraient les fourches codines, c'est-à-dire une paire de gifles sur la gauche, une paire sur la droite, c'est-à-dire qu'il est soumis à l'injonction il est entouré d'images pour le moins érotiques, voire pornographiques, sur tous les kiosques à journaux, toutes les publicités pour des vêtements, pour des maillots de bain, voire pour des objets transitionnels qui n'ont strictement rien à voir, affichent à côté des pans de peau, des bustes, des galbes de hanches à profusion, car les publicitaires ont compris que le désir était un argument de vente. Et en même temps, deuxième effet qui se coule, ou deuxième pince de la fourche codine, il ne faut ni regarder, ni montrer qu'on a vu, ni montrer que c'était moustillant. Et il faut garder une placidité de moine tibétain. Voilà. Mais tout le monde n'est pas le Dalai Lama. Moi, si vous mettez mon genre de femme qui passe devant moi en m'aguichant, je vais... avoir un regard appuyé. Je vais avoir un regard appuyé ou pas, ça va dépendre. Mais donc, en fait, on soumet à des injonctions contradictoires, au double bind théorisé par d'autres, l'homme du quotidien, tout en lui niant toute éducation sentimentale. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'éducation sentimentale, il y a pas de... on va nier l'efficacité ou la pertinence de formations comme les miennes, tout en enjoignant le pauvre type esclave du tertiaire, corvéable à merci, qui sort à 20h le soir et qui n'a pour se rincer l'œil que les images qu'il voit dans le RER, en le semonçant et en le sermonnant pour ne pas regarder les femmes. Je pense que l'homme du quotidien n'en est simplement pas capable. Cette double injonction est trop dure. Donc il faut être cohérent. Soit on enlève la nudité, on réduit fortement la nudité sur les packaging, les kiosques à journaux, etc. Et on le soulage un petit peu de ce désir violent, soit on accepte qu'il bug. La presse féminine est également la première coupable. On n'a jamais vu un journal comme Elle, Marie-Claire ou Cosmo mettre un boudin en une. Hein. Ah oui, ça c'est... Alors, il y a un début, alors... Non, mais... Il y a une chose au moins qui ne changera pas, l'éternel féminin. On peut toujours demander à une femme ce qu'elle pense d'une autre femme. Moi, je vais revenir à la télé. Est-ce que vous avez cru une seconde, vraiment, au caractère scientifique et à la compatibilité amoureuse de l'émission Mariée au premier regard? Est-ce que c'était une arnaque de télé-réalité à laquelle vous avez prêté votre caution scientifique, d'ailleurs, pour le coup? Alors, c'est une question si bonne que je suis obligé d'appliquer quelques précautions oratoires. Pourtant, je ne suis ni frileux ni peureux. Je suis obligé de rappeler que les clauses de mon contrat ne s'arrêtent pas à la fin de la diffusion de l'émission et ne s'arrêtent jamais. D'accord. Voilà. Donc, la réponse honnête à cette question me mettrait dans un embarras tel qu'il faudrait que je fasse la quête pour que tout votre public cotise et me paye mes frais juridiques. La question, elle est bonne. Elle est excellente. Alors, vous allez dire, il y a le mot mariage. Alors, c'est vrai que sur TF1, vous auriez été dans une émission de télé-réalité qui aurait été couché au premier regard ou couché au premier encart si on est moins frileux. Mais là, vous avez bien vu quand même ça. Alors, vous avez un contrat, mais vous saviez où vous allez. Institution sacrée, le mariage, c'est vrai. Clé de voûte de notre société civile, d'ailleurs aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut se moquer du mariage comme ça? Je vous rappelle que le Luron et Coluche, les malheureux, sont morts après s'être moqués horriblement du mariage, frappés par une malédiction la même année, tous les deux. C'est le malin qui était derrière. C'est vrai, ils sont morts tous les deux. Dit Stéphanie Bignon. Oui, voilà. Stéphanie étant pas là, on embrasse. Ça t'en habite. Hein. Alors, ma réponse va vous décevoir et elle est pourtant très honnête. Allons-y. Il y a deux types de profils dans une production télé. Oui. Il y a les gens qui parlent argent et il y a les gens qui font les émissions. Les gens qui parlent argent sont très intelligents. Et ce sont eux que vous voyez quand vous signez le contrat. Et ils sont très intelligents, ils m'ont fait croire à une forme de bienveillance, ils me l'ont très bien présenté. Oui, donc ça, vous l'avez cru. Et très bien vendu. Ouais. Après, c'est un échantillon à étudier aussi, ça peut être après, on les voit plus, ces gens-là. Le scientifique que vous êtes, c'était un échantillon. Ah oui, après, on les voit plus. Non, après, on ne les voit plus. On les voit que à la fin, à la compta, quand on passe chercher son chèque. Chercher son chèque, pardon. Donc, je vais vous dire, oui. Jean-Laurent Cochet, vous en aurez voulu. Il m'en aurait voulu, vous savez de quoi, Martial? De ne pas avoir pensé avant de parler. Car une fois qu'on a commencé à parler, la parole est son maître. Première partie de la réponse, vous côtoyez dans un premier temps des gens brillants
et vous êtes séduit. J'avoue avoir été séduit parce que j'ai côtoyé 2 personnes, une et demie notamment, qui sont brillants et qui m'ont mis en confiance. Secondo, c'est un petit côté démiurgique, effectivement, d'imaginer que l'on pourra mener, pour une fois, on me reproche de faire du qualitatif, on me reproche de la subjectivité, on me dit, mais tu cites pas souvent de chiffres, tu cites des écrivains, mais on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'a pas beaucoup de stats. Là, j'avais du matériel humain à qui je pouvais demander ce que je voulais, des chiffres, des nombres, des expériences, des photos, des dessins, ce que je voulais, pour travailler quantitativement. Voilà les 2 parties de ma réponse. Après, le reste, je le pense très fort, mais vous devrez le deviner entre mes mots. C'est une forme de réponse, remarquez. Je trouve un peu, quand même. Pour qui sait l'entendre, vous devriez deviner une petite déception. Alors, je sais que vous vous défendez farouchement d'être misogyne, d'être sexiste. Et moi, je voudrais revenir sur une de vos interventions en 2014 sur la web radio Spike Séduction. Vous avez pris la défense de Bill Cosby, donc l'acteur américain, et dans laquelle vous remettez la parole des victimes de viol en doute. Ça m'a été désagréable. Vous dites, je rappelle qu'à partir d'un degré de staritude, tout à fait nul, de type télé-réalité, ou de musicien dans un groupe qui fait une tournée, ce n'est plus l'homme qui va chercher les filles, ce sont les filles qui font la queue devant sa loge. Ce n'est pas misogyne, c'est la réalité, dites-vous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une star, quelle qu'elle soit, finalement, est au-dessus de tout soupçon de viol? Tout simplement parce que tout le monde a envie de coucher avec elle? Non, personne n'est au-dessus de tout soupçon, mais il faut quand même remarquer ce que j'appelle les récurrences. Quelque chose qui se produit une fois est une occurrence. Quelque chose qui se produit 2 fois est une coïncidence, et à partir de 3 fois, il y a une récurrence. À l'époque de Bill Cosby, nous n'avions finalement que peu d'autres exemples. C'était un des premiers du Hollywood tout-puissant à être en accusation. C'était le Weinstein du pauvre. L'époque. C'était l'homme le plus riche des États-Unis pendant longtemps. C'est vrai. Donc on le voyait moins influent, nous, de là où on était, en tout cas. Voilà. Oui, mais ça l'était néanmoins. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un recul historique de 3-4 ans sur cette époque-là, qui nous a montré, encore il y a quelques heures à peine, qu'une certaine Asia Argento, en une semaine, affirme d'abord ne pas connaître un garçon de 17 ans, puis l'avoir fréquenté, n'avoir jamais couché avec lui, puis on les voit ensemble au lit, de lui avoir d'abord prêté de l'argent, puis reçu de l'argent, puis versé de l'argent. Vous savez, quelqu'un qui m'attaque beaucoup dans les médias, qui s'appelle Kaufman, à ne pas confondre avec le vrai sociologue Goffman, donc Kaufman avec un K, tortue génial, a écrit, et je le cite, que quand on recueille du matériel sociologique, il ne faut jamais, 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 ceci est vérifiable, prendre la parole du témoin pour argent comptant. Oui, d'accord. Moi, dans le jamais, j'inclus également les cas où la raison est tout à coup reléguée au second plan devant l'émotion. Il y a une liste longue comme le bras de cas de déclarations exagérées ou erronées ou complètement fausses. J'encourage simplement à une forme de prudence. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Et ensuite, quant au fil de groupie devant les loges, c'est vrai et c'est vérifiable. Vous lisez les paroles de quelqu'un qui a été une star en son temps, qui s'appelait Michael Jackson, je pense que vous avez entendu parler. Eh bien, un tout petit peu, que disent les paroles de Dirty Diana? Eh bien, elles disent que font toutes ces filles à la sortie de ma loge. Voilà. Oui. Et Jimi Hendrix, pareil. Avec Mick Jagger, on comprend que Michael Jackson, c'est moins évident. Si je peux intervenir pour confirmer, j'ai eu un oncle musicien professionnel qui n'était pas une star, mais qui était professionnel et tout. Et il m'avait expliqué, il dit, oui, tous les soirs, quand on joue, il y avait un orchestre, en jouant, je regardais celle qui était disponible. Il n'y avait aucun problème. Oui, mais c'est pas forcément. Il y avait juste sa femme qui était vocation. J'aurais dû être chanteur. C'était pas une star. Mais c'est juste, il était ça n'arrive jamais ici. J'aimerais qu'à TV Liberté. Celle-là qu'ils ont envie de violer, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après ça, le consentement, c'est oui ou c'est non. Et les filles qui vont à 11h du soir dans la chambre d'une vedette. Attention avec ce genre d'argument, parce que c'est l'argument de tous les violeurs, hein, Philippe Randa. Attention. Non, mais attendez, voilà. je suis d'accord. Un mauvais coton. On peut quand même mettre en doute la parole de l'un et de l'autre. Oui, mais alors, d'accord, mais pas seulement. C'est l'argument, parce que là, c'est forcément l'argument de ceux qui se défendent. Mais enfin, il y a quand même la fille qui monte à 23h boire du champagne dans la chambre de quelqu'un qui visiblement apprécie le beau sexe et ensuite se dit eh ben oui, mais alors, c'est pas pour ça qu'elle va être violée. Je suis tout à fait d'accord. Ce genre de mésaventures m'est arrivé. J'ai jamais violé personne.
J'ai par contre eu effectivement des pensées assez désagréables et puis, pour la dame pas non plus qui sur les repartait. mini-jupes, si elle s'habillait pas comme ça se passerait pas comme ça. Vous pensez pas ça, je suppose? De quoi? Si les filles s'habillaient pas comme ça, on les... Ah, mais pas du tout. On va s'en aller, je vais regarder s'il y a du monde peuvent dehors très qui bien m'attend. s'habiller comme Est-ce elles que j'ai un veulent. accord Et Sur un plus les jolies malentendu, filles il y a peut-être du s'habillent monde qui court, m'attend. meilleur c'est. Il faut que vous dites, soyez quand notre une animatrice. femme prononce le mot alcool dans une invitation, Ah, vous n'avez pas fini, là. l'idée du sexe n'est jamais loin. Il m'est souvent arrivé de proposer d'aller boire un verre parfois très alcoolisé à des hommes, et pourtant, sans arrière-pensée, je vous l'assure. C'est quoi le rapport? Alors, le rapport, c'est qu'on ne peut pas exiger des hommes qu'ils devinent tout. Je ne dis pas que ma liste de signes d'intérêt... J'ai fait, il y a 10 ans, une liste de signes d'intérêt et une liste de signes de désintérêt. Ah. En disant, voilà, celui-ci en est un, par exemple. Ça, c'en est un. Mais vous l'avez tout de suite, vous êtes reprise. J'ai dit, voilà, il y a fort à parier que quelqu'un qui vous relance dans les blancs, que quelqu'un qui vous fixe plus longtemps, que quelqu'un qui hésite à vous contredire, que quelqu'un soit globalement intéressé par vous. Et en contrepartie, il y a fort à parier que quelqu'un qui affiche, enfin qui montre tel et tel site, soit désintéressé. J'entends depuis le début, notamment de la part des femmes, que au titre que nous sommes toutes uniques et que nous échappons à toutes les catégories, cette liste est abjecte, cette liste est inutile, cette liste est stupide, personne ne s'y reconnaîtra jamais. Bon, très bien. Je l'ai brûlé, je l'ai jeté, j'ai demandé pardon, j'ai fait échouva, j'ai tout fait. Bon. Maintenant qu'on n'a plus de liste, on explique comment à un homme à reconnaître le oui d'une femme qui ne le prononce pas. Parce que vous ne le prononcez jamais. Non, vous ne le faites pas. Alors là, je le sais. Non, c'est faux. Ben oui, ben c'est faux. Ben c'est faux et vrai en même temps, si vous voulez, mais c'est plus vrai que faux. Vous ne le prononcez jamais, car c'est désérotisant au possible que de donner son accord verbal à ce qui va être la parodie d'un acte de mort, comme dit Georges Bataille, qui est le rapport Aux sexuel. États-Unis, il faut le coucher sur le papier. C'est très nouveau, c'est en train d'arriver. On va dire que ça se fait naturellement, on va dire. Avec, le naturel n'existe pas, c'est de l'expérience intériorisée. Ouais. Donc, quand on ne dit dit jamais franchement oui et rarement franchement non, il faut que... Non, les femmes peuvent dire tout à fait franchement non. Tout à fait franchement non. Et c'est là, justement, que commence et s'arrête le consentement. Voilà, c'est au non. On est d'accord, c'est vrai pour Tariq Ramadan, c'est vrai pour Weinstein, c'est au non que ça commence et ça s'arrête. Et pour Asia Argento, ça commence quoi? Oui, mais même chose. Mais même chose. Alors là, pour les prédatrices sexuelles, ça existe aussi, hein. Mais je suis tout à fait d'accord. On va être bien obligé sûr. de conclure. Vous savez, Caroline, qu'on a un calendrier à tenir. Juste, vous avez conclu tout ça par des excuses, en fait. Et pourquoi, alors, vous êtes-vous excusé, finalement? C'est ma dernière question. Alors, peut-être parce que à cette époque-là, je me sentais encore travailler en équipe. Oui. Et que je suis quelqu'un de loyal. Et qu'entre servir mon équipe et trahir mon équipe, j'ai servi mon équipe. Voilà. C'est-à-dire que... Vous avez été défendu d'ailleurs par l'autre psy de Marie au premier regard. Elle a pris votre défense. Oui, je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix d'ailleurs. Mais enfin, j'ai pas eu un coup de fil après, rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il faut comprendre qu'on a passé 8 mois ensemble. On a tourné du 2 janvier au 31 août. Ce ne sont pas des dates arbitraires, ce sont les vraies dates. Et que quand on passe 8 mois avec quelqu'un dans différentes villes, dans le train, dans l'avion, dans le taxi, dans des studios confinés en enceinte close, eh bien, on développe une forme de connexion, de quelque chose, et que je ne trahis pas les gens pour qui je collabore. Voilà. Allez, Dédé Saint-Dignas, qui a eu le temps, après ce débat, de faire quelques dessins. Alors là, je crois que ça représente, je pense, quelqu'un qui doit être un genre de J'espère que c'est pas moi. Non, je ne pense pas. Monsieur Stéphane Edouard, je suis timide avec les filles, à leur contact, c'est horrible, je suis aussi rouge qu'un bolchevique. Voilà, ça c'est le premier dessin. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est pour la liberté. S'il y en a un qui s'est reconnu, qui ne m'attendent pas à la sortie. La gifle sociologique de Stéphane Edouard, qu'en pense Freud? Ça remet les idées à l'endroit. Ça, c'était pour l'histoire de la gifle. Stéphane Edouard stigmatise les dindes. Moi, je les aime trop. Du coup, je me retrouve en surpoids, dit cette personne. Jusqu'où peut-on persévérer en amour? Ça fait des siècles que j'attends, dit ce Gaulois, la France de Clovis, Jeanne d'Arc et Saint-Louis. Ça, c'est un thème. Et puis voilà, celui-là, je vais pouvoir vous l'offrir avant que nous regardions ensemble le premier sujet, parce que vous appliquez, et vous vous appliquez à analyser l'impact social sur les comportements. On va vous demander quel regard vous portez sur une des personnalités politiques du moment, elle est une des plus importantes, Marine Le Pen. Et avant de venir sur ce premier sujet que nous évoquerons directement avec Caroline, je vous permets de vous présenter votre caricature
caricature. Stéphane Edouard, sociologiquement incorrect. C'est une caricature, je me la donne. On se retrouve dans quelques instants. La vague populiste en Europe profite-t-elle au Rassemblement national ? Marine Le Pen affirme que pour son parti, le moment est venu de remporter les élections européennes et prend exemple sur les pays comme l'Italie, l'Autriche, pour affirmer la suprématie de ses idées en Europe. Mais aux difficultés internes de son mouvement, argent, choix de la tête de liste, ennui judiciaire, et à la concurrence du poignant Filippo Asselino, s'ajoutent des populistes suédois qui plafonnent à 17% ou encore un chancelier autrichien qui fait voter contre Orban. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique. Marine Le Pen peut-elle surfer sur la vague populiste ? Oui, alors en ce moment, on ne peut que s'y intéresser, puisque c'est un petit peu le point de fuite de toutes les analyses sociologiques. C'est un arrière-plan conditionnel. Il y a un certain nombre de faits porteurs d'avenir en Europe en ce moment qui pourraient donner l'impression au Rassemblement national, que le ciel s'éclaircit. En réalité, je suis assez dubitatif pour la simple et bonne raison que cette analyse me semble biaisée. En réalité, les votes nationaux ont des origines tout à fait différentes en Europe. C'est-à-dire que l'Europe est confrontée aux mêmes enjeux. Les 28 pays européens, selon moi, on a les mêmes enjeux. C'est la transition énergétique, la modification démographique et la subordination à l'UE. Pour moi, c'est les trois grands enjeux qui surdéterminent tous les autres. Mais la hiérarchisation de ces enjeux est vécue très très différemment. J'ai la chance d'habiter entre la France et l'Italie et je viens, avec ce que les impôts m'ont laissé, de m'acheter un cabanon en Espagne. J'ai pas dit un château, j'ai dit un petit cabanon de rien du tout. Donc je parcours régulièrement ces trois pays-là. Et je remarque qu'en réalité, dans des enjeux communs, finalement, chacun voit un peu midi à sa porte. Les Espagnols, ils sont obsédés par quoi ? Les Espagnols, ils sont obsédés par une chose, c'est le traumatisme des banques en 2008. Les Français sont obsédés par l'absence de croissance. Chaque mois, chaque 2 mois, chaque trimestre, la prévision, la croissance qui ne revient pas. En France, il n'y a rien qui croit, il n'y a que l'abstention, comme disait l'autre. Les Italiens, c'est la fracture nord-sud et la ghettoisation de leur périurbain. Les Allemands, c'est la réorientation de l'aide extérieure qui provient de leur excédent commercial. Donc, et je m'arrête là parce qu'on pourrait en faire 28 comme ça. En réalité, le biais qui va servir de support à ma réponse, c'est que le même vote, ou en tout cas le vote pour le parti dit ou qualifié à tort ou à raison d'extrême droite ou extrêmement conservateur ou de droite radicale, etc., en réalité, n'est pas du tout ne me semble pas être le marqueur d'une solidarité continentale. Ni d'une espèce de connivence politique pan-européenne où tout à coup tout le monde aurait synchronisé ses horloges et les étoiles seraient alignées. Pour moi, c'est simplement que quand l'économie se contracte, quand le climat se contracte, quand la finance se contracte, quand tout se contracte, eh bien on veut un capitaine à bord. On est prêt à sacrifier une partie de sa liberté individuelle, c'est-à-dire de la démocratie, pour un pouvoir un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus hiérarchique. De la même façon qu'une révolution, c'est toujours un changement de bourgeoisie, une laïcisation à excès, à la fin, va appeler à une certaine forme d'appel à la manivelle, à une forme de hiérarchie, à une forme de transcendance, à une forme d'ordre et d'autorité. Et le parti traditionnellement, à tort ou à raison, attaché au symbole de l'autorité, va être généralement celui qui est le plus à droite sur l'échiquier politique. Donc je ne vois, pour résumer en une phrase, je ne vois guère de points communs entre le vote à droite de l'Italie, que je connais bien pour y habiter, celui des Suédois, celui des Autrichiens et les autres. Vous n'êtes pas le seul à le dire, Patrick. Ah ben mince, mais si. Je pensais qu'elle était de moi, celle-ci. Les observateurs disent qu'il n'y a pas d'homogénéité entre ces pays-là et surtout pas d'international nationaliste, précisément. Oui, il y avait un sketch, je crois que c'est Les Inconnus, où c'était Manu, tu descends, et c'est pourquoi faire. En fait, ces élections, c'est un peu ça, c'est pourquoi faire. Ok, il va y avoir une vague, mais pourquoi faire. Et il y a 5 ans, le Front National était le premier parti aux élections européennes. On pourrait avoir un bilan aujourd'hui de leur groupe
européens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur avenir? Moi, c'est ce problème-là. C'est qu'aujourd'hui, on a l'Italie et la Hongrie qui sont plutôt en avant, qui sont à la tête de leur gouvernement. La France, pendant 5 ans, elle a été au Parlement européen. C'est une machine extraordinaire, le Parlement européen. Je pense que Martial connaît ça. Il fait beaucoup d'enquêtes là-bas. Il y a des moyens énormes d'argent, de moyens techniques, etc. Et on peut faire plein de choses. Si le Front National, aujourd'hui, décidait que cette élection, c'était la possibilité de former ses cadres, c'est-à-dire d'amener que des jeunes sur une liste et de les former pendant 5 ans. Là, il y a un avantage quand on est député européen, c'est qu'on ne peut pas faire trop de conneries vu qu'on a peu de pouvoir. Par contre, on peut énormément observer la machine, comment elle fonctionne. Mais non, au front, et même en France, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas? C'est qu'on place les copains, on place les gens qui n'ont pas été élus ailleurs. Et puis, en règle générale, il n'y a jamais de bilan du travail qui a été fait par ces gens-là. Je ne parle pas que pour le Front National, tout le monde est un peu à la même enseigne. Moi, je terminerai par les Bavarois. Les Bavarois en Europe. À Bruxelles, ils ont acheté un château juste à côté. À côté du Conseil à Bruxelles, ils ont acheté un château. Ils ont plus de 50 personnes qui travaillent pour la Bavière. L'Île-de-France, ils ont 5 personnes, et je crois qu'il y en a 2 qui sont des stagiaires. Ils ont 2 bureaux. Oui, ça vous montre comment le problème, c'est... Ok, il y aura une vague, mais pourquoi faire? On peut toujours, bien sûr qu'on peut critiquer une Marine Le Pen démonétisée, dévalorisée, perdue pour la cause après le débat, etc. Hein. Ils sont à nouveau à 21%. C'est la concurrente d'Emmanuel Macron. C'est ça la question que je vous pose finalement. Il y a des bons députés. Moi, je dis, il y a aussi des bons députés européens du Front National. Mélenchon se retrouve dans les choux. qu'on a reçu, Gollnisch qu'on a reçu, on a beaucoup qui font du très bon travail. Honnêtement, ils sont de qualité. Ce ne sont pas des... Puis encore je dis pas qu'ils ont de mauvaise côté. Pour le coup, c'est qu'il n'y aura pas... Mélenchon se retrouve dans les choux et plus que dans les choux. Et alors si c'est Cohn-Bendit qui est sur la liste En Marche, là je vais vous dire que... Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que la vague, elle va avoir lieu et il va falloir que cette vague, elle se transforme par quelque chose parce que les gens, autrement, ils iront ailleurs. Oui, c'est déjà fait, on nous a déjà dit ça. C'est-à-dire que la vague, c'est bien gentil, on proteste, mais s'il n'y a pas un projet derrière, si demain le Front National n'est pas capable d'aller voir Orban, d'aller voir les Italiens, etc., en disant maintenant on se met ensemble, on essaye de faire quelque chose, est-ce que Orban va accepter d'être dans le même groupe que Marine Le Pen après les élections? Est-ce que c'est en train de se négocier? Tout ça, on n'en sait strictement rien. Je veux dire, moi, si le Front est capable, le Rassemblement national est capable de faire ça, tant mieux. Marine Le Pen n'est pas candidate, elle ne sera pas dans le groupe avec Orban, ça ne se posera pas. Mais toutes ces questions-là, moi, j'aimerais bien que les gens du Rassemblement national y travaillent. Puis il faut déjà arriver jusque-là. Alors Philippe, petite trésorerie, gros sondage. Le Front National est dans le tunnel du fisc, dans le tunnel de la justice, dans le tunnel du choix de la tête de liste aussi, qui n'est toujours pas trouvé. On nous parle d'Hervé Juvin. Pas très glamour, qu'en pense le coach en séduction? Je ne sais pas s'il y a un coach en séduction parmi nous, mais en tout cas, c'est pas moi. Je ne vais pas critiquer Hervé Juvin travaille dans la revue Éléments, donc c'est un très bon choix. Il a une émission sur TV Liberté, ça s'appelle Juvin en liberté. J'adore, non mais Juvin, c'est remarquable. Mais pour les lecteurs lambda, il n'est pas très charismatique pour les lecteurs lambda. Ça évite à Marine Le Pen de choisir entre B et Alliot, là je suis d'accord. On ne peut pas dire à la fois qu'on choisit l'intelligence, qu'on ne choisit pas l'intelligence. Juvin, c'est l'intelligence. Je crois que la tête de liste du Rassemblement national ne va pas se décider sur le plateau. Voilà, il me semble que c'est eux qui vont décider, c'est pas ici. Il faut quand même voir une chose. Effectivement, les problèmes, comme vous le disiez très justement, d'un pays à l'autre sont complètement différents. Les problèmes des Allemands, des Italiens, des Espagnols et autres. D'ailleurs, en Espagne, il n'y a quasiment pas de parti populiste. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a quand même un avantage à ces succès grandissants dans tous les pays d'Europe d'une vague populiste, peu ou prou, selon notre point de vue, proche du Rassemblement national maintenant, c'est la crédibilité. Parce qu'il y a quand même une chose qui a toujours arrêté l'électeur à un moment donné, c'est la crédibilité des dirigeants du Front National anciennement et du Rassemblement national maintenant, c'est de savoir s'ils étaient capables. On en a beaucoup parlé avec le débat raté de Marine Le Pen. C'était sa crédibilité, c'est pas ses idées qui ont été mises en cause. Donc, pour les lecteurs, le fait que dans tous les pays, il y a une vague, on se dit, tiens, ils arrivent au pouvoir, parce que dans une coalition en Autriche, ils sont au pouvoir.
dans une coalition. En Italie, ils sont au pouvoir. En Suède, c'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'ils seront peut-être dans une coalition, on ne sait pas encore, c'est pas arrêter les jeux. Donc on peut se dire aujourd'hui, en France, si finalement les autres pensent que des gens qui défendent ces idées-là peuvent gouverner et obtenir des résultats, ça peut à ce niveau-là avoir un effet important. Surtout qu'en France, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de popularité terrible du pouvoir. Bon, ça, c'est peut-être un peu logique pour tous les gens qui sont au pouvoir. Mais en face, il n'y a plus rien. Il reste une tête de liste, il en reste deux, Mélenchon et Marine Le Pen. Mélenchon, visiblement, est en roue libre parce que ça ne fonctionne pas, ce qu'il fait. Marine Le Pen a tous les ennuis de la terre, financiers et autres, bien, elle n'a même pas de tête de liste pour sa liste, effectivement. Mais tout le monde ne connaît qu'elle. À part ça, qui connaît Laurent Wauquiez ? Les lecteurs, je parle des lecteurs. Ici, on connaît, mais les lecteurs de base, ils ne connaissent pas. Et le jour où il va devoir voter, s'il se déplace pour voter, parce que ça, c'est le grand problème des Européennes aussi, faut-il encore aller se déplacer ? Mais s'il se déplace, le grand problème peut-être du Rassemblement national, s'il en a un, ce n'est pas les ennuis financiers, c'est que Marine Le Pen n'est pas de tête de liste et qu'ils n'ont pas de tête de liste connue. Maintenant, on va voir, ils vont peut-être en sortir un du chapeau. Les ennuis financiers peuvent quand même poser un énorme problème. Est-ce que vous me permettez juste... Oui, les ennuis financiers, Philippe, tout le monde a les problèmes. Regarde, si les 2 millions ne sont pas rendus, là... Le problème, c'est qu'il y a maintenant sur l'échiquier à droite des personnalités qui sont connues aussi. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est son moment. C'est son moment, et que s'il trouve une Nadine Morano, une Jeannette Bougrab, etc., pour faire un duo à l'Europe, ça voudra dire quelque chose. Et il s'est quand même adressé aux électeurs Les Républicains, il est compatible. Il s'est adressé aux électeurs du Front National, il est compatible par son acte, courageux ou pas, mais... courageux, incontestablement, c'est le seul qui avait franchi le pas. Et puis, il y a, et même si ce ne sont pas dans les scores des sondages, il ne faut pas oublier François Asselineau, parce que Asselineau, comme d'ailleurs Florian Philippot, mais peut-être plus Asselineau, parce qu'il a un message qui est clair. Je ne dis pas qu'il faut l'apprécier ou pas, encore que je trouve que l'homme est intelligent et intéressant. On l'a reçu, on le recevra encore. Mais voilà, je veux dire, Martial, il y a des gens qui ont des messages. Beaucoup, en parlant de Nicolas Dupont-Aignan, qui est fort sympathique et qui a quand même fait 4,5% aux élections présidentielles. Il était mais alors, de le comparer de maintenant avec Asselineau, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais non, mais je trouve que les démarches sont à la fois Dupont-Aignan, c'est un homme qui veut s'allier connu. avec personne. Alors qu'est-ce que il a un message clair. Qui veut s'allier avec mais les il uns porte avec un les message autres. clair qui est celui du Frexit. Ça vaut ce que ça vaut, mais le message est clair. Oui, mais tout le monde, il fera personne ne veut du Frexit. Tout le monde a la trouille du Frexit. Ça a été le grand plantage du Front National, puisqu'il s'appelait Front National à l'époque, à la présidentielle. C'est qu'à 15 jours de l'élection, ils ont complètement viré à 180 degrés pour dire que non, on arrêtait, on ne sortait plus de l'Europe. Je ne choisis pas les personnes, je ne choisis pas, je ne dis pas ce qui est mais bien personne ou pas ne peut bien. sortir de Ce l'Europe. que je sais, c'est que ce sont... Il n'y a que Asselineau, il représente moins d'1%. Philippe, vous me dites, il y a des personnes qui ne sont pas connues. Et Florian Philippot, combien de Je pourcents vous réponds que ce sont des gens qui sont connus, qui sont porteurs d'un discours et aujourd'hui d'un projet dont les Français ont entendu parler. Point final. Je ne dis pas que le projet est bien. Personne ne connaît Asselineau, il ne faut pas exagérer. En tout cas, on sait qu'il veut sortir de l'Europe et que c'est le seul d'ailleurs. Mais tout le monde veut bien qu'il sorte de l'Europe et même de France. Je crois que Nicolas, Pierre, à côté de moi. Oui, on parlait des problèmes du Front National. Oui, on peut les taxer d'une certaine légèreté, c'est un fait, mais ce sont des problèmes qui sont d'ordre conjoncturel et non pas structurel. Et quand on parle de légèreté financière, quand on voit ce qui a pu se passer chez les Républicains du temps de Sarkozy avec Fillon, il n'y a pas de problème vraiment structurel au front. C'est vrai qu'ils ont leurs soucis, mais pareil, quand on les compare... enfin là, ils risquent l'asphyxie financière quand même. Si le jugement ne leur rend pas les 2 millions, ils ne peuvent pas faire sortir les affiches. Ils négocieront, on négocie. Quand on a des dettes, on les négocie. J'ai connu le Front National où vous n'avez pas un flèche, ça marchait, ils feront comme tout le monde, ils se serreront la ceinture. Moi, je crois qu'ils sont au bord du dépôt de bilan, je le pense. Ils feront autre chose. Oui, ils élèveront des chats. Mais non, mais ils redémarreront sur autre chose. Bon, c'est comme ça. Et je pense pas. Je présume qu'ils ont déjà prévu un plan B. Il ne faut pas exagérer. Je ne pense pas qu'il faille. Enfin, du moins, il faut espérer pour eux. Je ne pense pas qu'il faille s'obnubiler sur la crédibilité de tel ou tel personnage. Si des Français votent pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce qu'ils sont crédibles, c'est parce qu'ils correspondent à une émotion et une vision des choses. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle du populisme, et vous le situez tous à droite. On parlait du populisme en Espagne, il y en a un, c'est Podemos. Le populisme de gauche, ça existe. C'est Syriza en Grèce et qui gouverne avec des souverainistes plutôt à droite. Le mouvement 5 étoiles. Le principe même du populisme, c'est qu'il n'est ni de gauche ni de droite.
Ça se voit en Italie, il y a Matteo Salvini, mais il y a aussi Beppe Grillo du mouvement 5 étoiles. Le principe du populisme, c'est qu'il répond aux problématiques du peuple. Oui, C'est-à-dire donc des gens. mais classer le populisme à droite ou à gauche, c'est assez comment dire, oui, comme la démarche est un peu incertaine. C'est d'autant plus que, effectivement, qu'est-ce qui fait, malgré toutes les spécificités européennes, et le vote populiste peut s'expliquer par diverses raisons d'ordre national, mais il y a un phénomène qui concerne tout le monde, c'est la nouvelle vague migratoire qui, depuis quelques années, il y a les pays qui sont touchés de plein fouet, comme l'Italie, comme l'Espagne ou la Hongrie, et même ceux qui n'en ont pas encore, mais c'est l'idée qu'ils s'en font, qui développent la même peur, la même appréhension. Et l'immigration est à ce titre intéressant, c'est qu'elle touche en même temps les gens de droite et de gauche. Les gens de droite vont avoir peur pour leur identité culturelle, religieuse, ethnique éventuellement. Et les gens de gauche, ça va être effectivement ce qu'on voit ce qui se passe en Allemagne, ils vont avoir peur que l'immigration pèse à la baisse sur le salaire. Mais ces deux peurs, effectivement, sont parfaitement conjointes. Et ça se voit chez les Mélenchon, chez la France Insoumise, où là, ils ont vraiment un problème d'ordre structurel, c'est qu'il y a une frange de la France Insoumise qui est quasiment sur la ligne qu'on peut voir chez Die Linke en Allemagne, où l'aile gauche des Linke est de plus en plus inquiète des problèmes migratoires. Et il commence à se développer un discours populiste de gauche. Et je sais que c'est la grande fracture qu'il y a en ce moment à la France Insoumise. D'un côté, Obono, Gérard Miller, et de l'autre, ce jeune garçon qu'on voit souvent, qui est un jeune député, qui lui vient du Nord, et pour lui, les questions identitaires, il a beau être de gauche, ça compte aussi, parce que c'est un ch'ti. C'est pas Gérard Miller. Donc là, effectivement, les problèmes du Front sont, ou du Rassemblement, comme il faut dire maintenant, oui, ils ont des problèmes comme ils ont toujours eu. Moi, ça fait 30 ans que je les connais, ils ont toujours eu des problèmes. C'est pas la première scission qu'il y a eu, il y a quelques années ici qu'on connaît ça. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant, mais rien de plus. Et je pense, effectivement, que... c'est pas forcément Marine Le Pen qui va fédérer tout ça, ou la tête de liste, mais en tout cas, il y a une poussée européenne. Après, la façon dont ça va s'articuler d'un point de vue politique, on verra. Mais c'est pas... Mais justement, c'est le problème, c'est le après. Là où je suis d'accord, c'est que je pense que la sortie de l'Europe, maintenant, est finie. Enfin, je veux dire, on a vu l'exemple italien, on a vu l'exemple hongrois. On peut rester en Europe et vulgairement leur dire merde. C'est ce qu'a fait. Mais globalement, tout le monde Orban, est européen, comme tout le monde est républicain aujourd'hui, même les royalistes. On peut dire, de toute façon, il n'y a pas une armée du jour au lendemain, il n'y a pas une armée européenne qui va venir vous envahir parce que vous n'êtes pas d'accord avec le système européen. Et ça, Orban l'a très bien compris et les Italiens sont en train de le comprendre. Et ils font exactement ce que le général de Gaulle, c'est la folie de la chaise vide. Et le Rassemblement national est peut-être en train de le comprendre. Et même le FPO en Autriche, qui est au pouvoir, il faut quand même le rappeler, lui est pro-européen. Il ne veut absolument pas sortir de l'Europe. Plus personne ne veut sortir de l'Europe, à part l'ami de Martial, comment il s'appelle, Assado. C'est pas mon ami. Moi, je respecte beaucoup de mots. Mais on peut le respecter, c'est pas pour ça qu'ils sont mes amis. Il faut admettre qu'il est Moi, j'aime sa constance. Voilà, j'aime sa constance chez Asselineau. Vous voyez, donc c'est pas le projet. Et alors, il a un projet, il est constant avec. Je ne vais pas vendre Arlette Laguilly aussi était constante. Je ne vais pas vendre du Asselineau, mais je trouve que voilà. Mais Arlette Laguilly, elle est constante. Écoutez, c'est assez respectable d'être constant. Elle n'a pas appelé à voter Chirac le 21 avril. Je trouve que c'est assez constant dans ses idées. C'est pour ça qu'elle est remarquable. J'aurais pu me marier avec Arlette. Philippot a toujours été constant également. Oui, c'est pour ça. Et bien voilà, c'est ça le critère que j'évoquais. C'est pas de soutenir le projet, je ne soutiens aucun projet. De là à penser qu'il pourrait être considéré comme winner à l'avenir, ça me semble un peu... mais bon, tout est possible. Stéphane, vous voulez dire un mot ? Même deux, si vous m'y autorisez. Allez, deux. C'est risqué parce qu'il parle beaucoup. En fait, l'ambassadeur absent, vous savez, cette ombre de l'aigle qui plane au-dessus de vous et que vous sentez qui brille par son absence, c'est Philippot, justement. C'est-à-dire que le meilleur ambassadeur du Front National depuis des années, et la raison pour laquelle il trustait tous les passages médias, c'est qu'il a une dialectique, une rhétorique. Il est bien meilleur que Marine Le Pen à l'oral. Il a mouché en concurrence directe Macron. Parce que, à un moment, pour comparer une performance rhétorique, il faut comparer au même adversaire. Philippot, Macron, même si vous avez une dent contre lui, c'était au mieux à égalité, et selon moi, il l'a emporté. Bon, Macron-Le Pen, c'est pas la peine d'en parler, on sait ce qui s'est passé. Donc, le problème du Front National, c'est qu'il a formé et il a coaché médiatiquement un Philippot qui est devenu très bon dans cet exercice, qui a trusté les médias, notamment le matin. Il y a eu un chiffre
que j'avais entendu dans une émission concurrente à la radio, enfin qui ne peut pas être concurrente puisqu'elle est à la radio, il avait trusté, je crois, sur les mois précédents de la présidentielle, quelque chose comme 42%, je crois, des interviews politiques, toutes catégories confondues. Et le meilleur... On a dit qu'il s'y précipitait toujours aussi. Bon, en tout cas, apparemment... C'est qu'il était invité. C'est une qualité. Il était invité pour ça. Il était invité, Donc, il délivrait la performance qu'on attendait de lui. Vous savez que les médias, c'est un univers où on doit délivrer une performance. Il le faisait, et le problème, c'est que deux mois avant... ou enfin je sais plus après d'ailleurs, l'échéance fatidique, il sort du navire et qu'aujourd'hui, double problème pour lui. Un, son CV est marqué de l'étiquette a été dégagé. Quoi qu'il en dise, tout le monde sait qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Deuxième problème, c'est que comme on dit en latin, tarde vientibus ossa. Ceux qui arrivent en dernier, ils mangent les os. Et le Frexit s'est pris par votre grand ami Asselineau. C'est-à-dire que... C'est l'ami de Martial. Oui, enfin c'est l'ami de tout le monde. Même le mien, parce que j'ai collaboré avec lui dans quelques temps. Mais voilà, au retardataire restent les os. C'est-à-dire que se ranger aujourd'hui sur une ligne Frexit pur, c'est avoir 10 ans de retard sur quelqu'un qui a fait 0,9. Donc, double erreur pour Philippot, une de sa faute, une pas de sa faute, et surtout, quand on porte au nu, quand on coach médiatiquement et quand on choisit un ambassadeur et qu'on le débarque, et c'est normal que pendant quelques années, on se retrouve sans tête de proue, sans fer de lance. C'est d'autant plus qu'effectivement, le problème qu'a eu le Rassemblement national, c'est d'un côté, Marine Le Pen perd son flotteur gauche avec Florian Philippot, mais aussi son flotteur droit avec Marion Maréchal. Oui, tout à fait. Moyennant quoi, les derniers sondages, voilà, c'est vrai, mais je pense que les électeurs ne s'arrêtent pas. Voilà, c'est ça, les électeurs questions de cuisine politique interne ou de crédibilité politique de tel ou tel, c'est pas ce qui motive l'électorat. Et puis tout le monde se croit indispensable et au final, non. Alors, on termine ce premier débat avec les dessins d'Ignace. Le Rassemblement national salue les Italiens partisans de Salvini. Pour autant, recommande Marine Le Pen, pas de salut romain. Oh, oh là là, oh là là. Même en Suède, l'européisme fond, nous dit ce petit bonhomme de neige, comme neige au soleil. Ça va. Et Marine Le Pen ne sera pas tête de liste européenne. On voit qu'elle a d'ailleurs morflé, la pauvre, avec un gros bandeau sur la tête. Je ne me suis pas encore remise de la présidentielle. On se retrouve. On enchaîne maintenant sur une rubrique qui va parler de votre jeunesse, Stéphane Edouard. Que faisiez-vous à 20 ans ? Quand vous aviez 20 ans, Stéphane Edouard, la France vibrait pour la Coupe du Monde de football. Les Bleus gagnent la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire, après une finale gagnée 3-0 face au Brésil, champion du monde en titre. Cette victoire revêt une valeur hautement symbolique politiquement. L'équipe Black-Blanc-Beurre des Thuram, Barthez et Zidane paraît durant quelques mois symboliser une France capable de faire de son métissage une force collective. 9 octobre 1998. La droite, plus nombreuse dans l'hémicycle, repousse le projet de loi du gouvernement sur le pacte civil de solidarité, le PACS, qui reconnaît entre autres un droit d'union aux homosexuels. Le pacte sera finalement adopté un an plus tard sous le gouvernement Jospin. Il a connu un fort succès en France, mais là où on ne l'attendait pas. En 2010, les PACS homosexuels ne représentaient que 4,4% des PACS conclus. Le PACS avait été présenté par la gauche sous la condition de refuser toute ouverture à l'adoption et à la procréation médicalement assistée. Depuis mai 2013, les couples homosexuels peuvent se marier et donc par voie de conséquence adopter. Le 13 décembre, dans le quartier du Mirail en banlieue toulousaine, c'est le début de 10 nuits d'émeutes urbaines, au degré 8 sur 10 dans l'échelle des violences urbaines de la police. 129 voitures seront incendiées. Elle se produit après l'interpellation en flagrant délit de vol de voitures se soldant par le décès de Habib Ould Mohamed, âgé de 17 ans. Une peine de 3 ans est requise contre le policier accusé d'homicide involontaire. Côté culture, nous avons choisi le Titanic, le plus cher film de l'histoire du cinéma, avec plus de 200 millions de dollars de budget. On lui doit une des plus célèbres séquences du cinéma. Je vole! Jack! Des images sublimes, un luxe inouï, un couple DiCaprio-Kate Winslet touchant. Il n'est pas étonnant qu'il totalisera rien qu'en France 21 millions d'entrées. Le film est le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma après Avatar, qui a été également réalisé par James Cameron. Autre drame maritime,
le navigateur français Éric Tabarly, à l'âge de 66 ans, tombe de son bateau et disparaît en mer d'Irlande. Il remportera 2 fois la Transat en solitaire. Il a marqué l'histoire de l'architecture maritime en appliquant à l'hydrodynamique ses connaissances en aérodynamique acquises pendant sa formation de pilote. Le 17 février décédait Ernst Jünger, un des plus grands écrivains allemands. Rétif à la discipline scolaire, il fut néanmoins l'incarnation du héros militaire allemand. Après une fugue à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la Légion étrangère française. 2 ans plus tard, il se porte volontaire dans les commandos dès que l'empereur Guillaume II ordonne la mobilisation. Jünger a été blessé 14 fois et a souvent combattu en première ligne. De cette expérience, il tira son magnifique roman autobiographique « Orage d'acier » qui le rendra célèbre. Bien qu'il fasse partie des proches de Rommel, ce militant patriote n'adhère pas au nazisme qui cherche à s'approprier son prestige de combattant. Mobilisé en 1939, il participe à la campagne de France, puis passe le reste de la guerre à Paris. Après les falaises de marbre, il publiera un journal en 8 tomes qui couvre la période 1939-1996. Il a été une figure intellectuelle majeure de la révolution conservatrice. Alors, la Coupe du monde de football, le Pax, les émeutes de Toulouse, la sortie de Titanic, les disparitions d'Éric Tabarly et d'Ernst Jünger. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Quand vous aviez le temps, Stéphane Édouard, la France vibrait pour la Coupe du monde de football. Les Bleus gagnent la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, après une finale gagnée 3-0 face au Brésil, champion du monde en titre. Cette victoire revêt une valeur hautement symbolique politiquement. L'équipe Black Blamber des Thuram, Barthez et Zidane paraît durant quelques mois symboliser une France capable de faire de son métissage une force collective. 9 octobre 1998. La droite, plus nombreuse dans l'hémicycle, repousse le projet de loi du gouvernement sur le pacte civil de solidarité, le PACS, qui reconnaît entre autres un droit d'union aux homosexuels. Le PACS sera finalement adopté 1 an plus tard sous le gouvernement Jospin. Il a connu un fort succès en France, mais là où on ne l'attendait pas. En 2010, les PACS homosexuels ne représentaient que 4,4% des PACS conclus. Le PACS avait été présenté par la gauche sous la condition de refuser toute ouverture à l'adoption et à la procréation médicalement assistée. Depuis mai 2013, les couples homosexuels peuvent se marier et donc par voie de conséquence adopter. Le 13 décembre, dans le quartier du Mirail en banlieue toulousaine, c'est le début de 10 nuits d'émeutes urbaines au degré 8 sur 10 dans l'échelle des violences urbaines de la police. 129 voitures seront incendiées. Elle se produit après l'interpellation en flagrant délit de 20 voitures par le décès de Habib Ould Mohamed, âgé de 17 ans. Une peine de 3 ans est requise contre le policier accusé d'homicide involontaire. Arnaud. Côté culture, nous avons choisi le Titanic, le plus cher film de l'histoire du cinéma, avec plus de 200 millions de dollars de budget. On lui doit une des plus célèbres séquences du cinéma. Je vole! Jack! Des images sublimes, un luxe inouï, un couple DiCaprio-Kate Winslet touchant. Il n'est pas étonnant qu'il totalisera rien qu'en France 21 millions d'entrées. Le film est le 2e plus grand succès de l'histoire du cinéma, après Avatar, qui a été également réalisé par James Cameron. C'est ça qui est dingue. Autre drame maritime, le navigateur français Éric Tabarly, à l'âge de 66 ans, tombe de son bateau et disparaît en mer d'Irlande. Il remportera 2 fois la Transat en solitaire. Il a marqué l'histoire de l'architecture maritime en appliquant à l'hydrodynamique ses connaissances en aérodynamique acquises pendant sa formation de pilote. C'est mieux déjà. Le 17 février décédait Ernst Jünger, un des plus grands écrivains allemands. Rétif à la discipline scolaire, il fut néanmoins l'incarnation du héros militaire allemand. Après une fugue à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la Légion étrangère française. 2 ans plus tard, il se porte volontaire dans les commandos dès que l'empereur Guillaume II ordonne la mobilisation. Jünger a été blessé 14 fois et a souvent combattu en première ligne. De cette expérience, il tira son magnifique roman autobiographique « Orage d'acier » qui le rendra célèbre. Bien qu'il fasse partie des proches de Rommel, ce militant patriote n'adhère pas au nazisme qui cherche à s'approprier son prestige de combattant. Mobilisé en 1939,
Il participe à la campagne de France, puis passe le reste de la guerre à Paris. Après les falaises de marbre, il publiera un journal en 8 tomes qui couvre la période 1939-1996. Il a été une figure intellectuelle majeure de la Révolution. Après l'intervention. Alors, la Coupe du monde de football, le Pax, les émeutes de Toulouse, la sortie de Titanic, les disparitions d'Éric Tabarly et d'Ernst Junger, que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Alors, Stéphane Edouard, 98, mais quelle année! Vous aviez 20 ans comme nous, presque. Et qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans? De la sociologie? Alors, en fait, cet extrait m'a fait venir une profonde et rapide mélancolie, évidemment. Ça m'a rappelé cette phrase qui date un petit peu, qui disait de toute façon, ne vous inquiétez de rien. Dans 12 à 15 ans, les jeunes seront adultes, les adultes seront vieux, les vieux seront morts. Donc, je suis en train de me projeter dans 20 ans en me disant que vous ne serez pas mort dans 20 ans, je me souviendrai de cette émission comme avec le grand plaisir avec lequel vous m'avez reçu. Alors, je pense que celui qui... Bon, alors évidemment, Orage d'acier, ça me dit quelque chose. Évidemment. Qu'est-ce que vous faisiez? Répondez à la question. Qu'est-ce que je faisais personnellement? Vous étiez où à 20 ans? Vous aviez votre bac, enfin? Oui. Je l'ai eu à 17, Martial. À 20 ans, je terminais 3 ans de classe préparatoire et j'étais jeune et naïf, pléonasme. Et comme tout élève d'une bonne classe préparatoire, en plus, le lycée Masséna à Nice, qui était bon à l'époque, je ne sais pas s'il l'est encore maintenant, j'étais convaincu que j'allais m'insérer dans un réseau oligarchique et que j'allais devenir le bras droit du roi ou peut-être le Ben Allah, on ne sait pas. Enfin, j'étais convaincu que quand on faisait prépa, l'avenir était tout tracé. Et donc je suis monté à Paris comme les héros balsaciens et j'ai découvert qu'en réalité, ingénieurs de nos jours ont terminé au mieux à la Défense à gagner 2 SMIC en travaillant 20 heures par jour. Donc voilà ce que je faisais. Je rêvais de... Je vous ai dit, vous aviez votre bac, je l'ai fait exprès, parce que j'ai vu que dans les attaques qui ont été menées contre vous, il y en a eu des sévères, des cruelles. Il y a quelqu'un qui a dit, mais non, mais finalement, il n'a pas de diplôme. Ça, c'est toujours cette idée-là, il n'y a pas de diplôme. Vous avez bien vos diplômes. Ah oui, j'ai vérifié aussi. J'ai 1 an d'avance, j'ai un bac avec mention, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique, parce que je voulais construire des Formule 1 fut un temps, et j'ai un diplôme en sociologie. Donc après, je ne sais pas ce qu'il faut pour avoir le droit de s'exprimer sur YouTube, mais peut-être ma formation n'est-elle pas suffisante pour faire des vidéos sur YouTube, auquel cas, je vous prie de m'en excuser. Je m'incline. Donc, vous avez 20 ans. Et cette année 98, il y a plein d'événements. On vous en a retenu 3 absolument différents dans les politiques. La Coupe du monde de football, le Pax, les violences urbaines dans la région de Toulouse. Il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous retenez à ce moment-là? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, alors je pense que celui qui écrase tous les autres, avec tout le respect que j'ai pour celui qui a préparé la liste des sujets, mais celui qui inévitablement les domine tous, c'est la victoire de la France à laquelle finalement personne ne croyait, souvenons-nous-en. Alors à ceux qui ne l'ont pas vécu, à ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, et qui penseraient que ce qu'ils ont vu en juillet dernier en est le jumeau, en est la copie carbone, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même propagande, ça c'est sûr. Ça c'était une autre question. Mais le sentiment de liesse, de ferveur c'était la première fois. On n'avait jamais été semaine après semaine. On vous prenait en stop. Je me rappelle de gens s'arrêter en stop. Donc interrogé, je me demandais mais est-ce que quelque chose? Et on me disait non, je vous vois marcher avec vos sacs, est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en stop? Ça ne s'est plus jamais produit. L'état de grâce. Il y a vraiment natalité. Non mais vous plaisantez. Non. Vous rêvez. Il y a eu une liesse collective et les fans ne disaient jamais non, par exemple. Et je serais curieux d'avoir des stats sur les coups d'un soir pendant les Coupes du Monde. J'ai mes sources.
En tout cas, donc voilà, un événement intéressant à double titre. D'abord pour la liesse collective d'une équipe qui avait toujours perdu et pour tout à coup ce sentiment qu'on est peut-être également quelque chose sur le plan sportif. Ce qu'on a été depuis, hein, on est champion du monde de plein de disciplines, c'est sans doute un petit peu lié à 98. Et également, cette victoire est sociologiquement intéressante à mettre en perspective avec l'échec qui a caractérisé 2008 ou 2010, je ne m'en souviens jamais. Quand est-ce qu'on a été ridiculisé en Corée? 2010, ouais. Voilà. 5 ans après, quoi. Voilà, 12 ans après. Pourquoi? Parce qu'on avait tenté d'établir comme ça un parallèle assez grossier entre Black Blamber 98 et puis la team Ribéry, Anelka... qui faisait la grève. Dans l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, qui d'ailleurs présente un point commun, mais je ne le dis plus, ce point commun, parce que ça me vaut des ennuis. Donc, bref. Dites-le. Non, ils n'ont aucun point commun. Et donc, ça m'avait suscité comme ça un petit texte sur lequel j'avais basé une vidéo, en disant, vous voyez, Black Blamber, ça marche. Par contre, Racaille, ça marche pas. Oh, oui, d'accord. En définissant très précisément 5 critères qui, selon moi, déterminaient qui est racaille ou pas, indépendamment évidemment de la couleur des cheveux, de la peau, etc. Ce n'étaient pas des critères ethnico-religieux, c'était des critères d'attitude et de comportement. C'est-à-dire une certaine morale, faire passer le clan avant tout le monde, être toujours dans les emmerdes, et puis j'en avais 2 autres comme ça en tête. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le football est la réponse que j'ai envie de vous donner. Oh, d'accord. Et pour l'aspect culturel, si ça vous intéresse un peu, Titanic, Tabarly, Ernst Junger. Est-ce que vous avez emballé sur Titanic? Alors, il suffit de tendre. J'essaie de m'en souvenir, parce que c'est loin, il y en a eu... Il y avait la musique et les images. Alors, je ne crois pas. Plus après la Coupe du Monde, parce que vous savez qu'on fonctionne par morphotype. Non, je ne savais pas. Si, en fait, on ne tombe amoureux que de ce qu'on connaît. Donc, en fait, après un événement de grande portée, si votre archétype est mis en avant, tout à coup, vous gagnez du sex appeal. Donc moi, c'était Henri Trezeguet à l'époque. D'accord. J'étais pas du tout... bien vu. DiCaprio, ça marche moins bien. J'étais pas du tout DiCaprio. David Trezeguet, me dites-on. Voilà. C'est bon en football. Et donc, en fait, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, c'est Griezmann, par exemple. C'est vrai. Vraiment pas... Maintenant, vous me dites... Est-ce que vous savez faire ça? Oui, je vous le ferai. Je vendrai des rasoirs. Non, en fait, il faut toujours se demander comment on explique un succès de cette ampleur. 21 millions, ce n'est pas un hasard, et ça n'est pas qu'un budget. Il y a énormément de films qui ont eu un budget, sinon équivalent, du moins comparable, et qui ont été des échecs. Et l'un de mes clients, à qui je passe un bonjour, qui s'appelle Amine, et qui est un passionné de cinéma, m'a fait lire le totem, la Bible du réalisateur de film, qui est un ouvrage de Joseph Campbell, et qui montre que tous les succès de James Cameron sont basés sur la même mécanique mythologique, et qui, plan par plan, montre à quel point c'est une recette pompée. Je ne suis pas cinéphile, je ne saurais plus vous nommer exactement la séquence, mais derrière un succès de cette ampleur, il y a de la mécanique reproductible. On ne jette pas en l'air 200 millions de dollars avec un scénario à sa sauce. On applique et on industrialise. Et ensuite, il y a l'inconscient collectif, c'est-à-dire quel est le plus grand dénominateur commun présent dans les personnages de Jack, de Caprio, Kate, machin, et l'histoire tragique des pauvres troisième classe qui finissent noyés. Quel est le chromosome, quel est le plus grand dénominateur commun à tous que cela fait vibrer? Ce n'est jamais inintéressant de comprendre les raisons d'un succès, fût-il nul. Voilà, donc c'est Titanic. Embarquez-vous sur Bistro Liberté. On se retrouve tout de suite pour le deuxième sujet de ce bistrot en compagnie de Stéphane Edouard. Merci, à tout de suite. Enseignant, est-ce encore un métier attractif? Enseigner et transmettre. Hier encore, être professeur ou instituteur était considéré comme le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, la profession est en voie de paupérisation, les conditions de travail se sont considérablement dégradées et les programmes scolaires sont devenus squelettiques. Le métier est-il encore attractif au moment où le ministre Blanquer annonce de surcroît la suppression de 1800 postes? Voilà, la question à les poser.
enseignant, est-ce encore un métier attractif? Stéphane Edouard, vous avez un point de vue? Rémunération, discipline, la reconnaissance sociale, la considération qu'on porte aux enseignants. Est-ce que tout ça, ça a un sens pour vous? Est-ce que c'est quand même très difficile d'être enseignant aujourd'hui? Alors, au vu des plaintes qu'on ne peut pas ne pas entendre, j'imagine que c'est de plus en plus difficile. J'avoue, ayant grandi dans les années 80, j'ai peut-être fait partie de la dernière génération dorée où on respectait l'enseignant, où on ne le conspuait pas, on ne le moquait pas, on ne le contredisait pas. Pour autant, je n'ai pas un souvenir particulièrement enchanteur de l'école. Je n'ai pas beaucoup aimé mes profs de l'école publique. J'ai ensuite eu un coup de cœur pour un professeur, mais dans un domaine tout autre. Je l'ai déjà cité tout à l'heure, je ne vais pas le citer à nouveau. J'ai l'impression que, à défaut d'une opinion ou d'un sentiment, je peux vous livrer un embryon d'analyse. En fait, en sciences cognitives, on ne retient quelque chose que quand on l'a entendu 3 fois. Quand on apprend un nouveau mot, il faut se le répéter 3 fois. Donc, quand on me dit, mais tiens, comment tu as appris à parler italien aussi vite? Je dis, parce qu'après avoir entendu un mot, je le répète. Tandis que les autres élèves, ils ne le répètent pas, ils le notent, puis ils n'y pensent plus. Alors forcément, on ne peut pas le retenir. Donc, quand vous entendez un nouveau mot, une nouvelle idée, concept ou chiffre, ou une date, il faut se la répéter 3 fois. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis souvenu, enfin j'imagine que dans le modèle traditionnel, où les parents avaient un rôle archétypal de parents et où le livre avait une fonction archétypale de livre, en réalité, il y avait ce triumvirat enseignant, parents, livre. On entendait une information à l'école, on en parlait avec ses parents qui avaient le temps et les capacités intellectuelles de la discuter avec vous, et on la retrouvait dans le livre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une école, en tout cas en tant qu'élève, qu'à force de vouloir remplacer le livre par des tablettes, des vidéos, du multimédia ou que sais-je, et avec une présence parentale en continuelle régression, finalement, il revient à l'enseignant seul de réaliser les trois fonctions. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc j'ai envie de vous livrer pas encore une fois, mais un avis un petit peu de Normand. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer dans le public, tout du moins, même en classe préparatoire, un enseignant qui m'est stupéfait par sa pédagogie ou dont je garde un souvenir ému, comme c'est le cas de certaines personnes, à titre personnel. Et à titre moins personnel et plus objectif, je pense que la baisse du... Ça va être provocateur, mais la baisse de QI généralisée, ou en tout cas de capacité à établir des raisonnements complexes basés sur des concaténations et des mises en perspective, est sans doute dû au fait qu'il n'y a plus cet aller-retour entre le livre, l'école et les parents. C'est-à-dire qu'avant, dans le polygone de sustentation évoluait l'enfant, l'instituteur était quasiment partie de la famille. C'est-à-dire qu'il était hors les murs, il était à quelques kilomètres d'ici, mais on le considérait comme un adulte référent et on ne serait jamais venu à l'idée d'un parent de lui porter préjudice. Voilà. Aujourd'hui, il est vraiment considéré comme une entité extérieure, il est complètement exclu de l'infracellule familiale et on va le contredire, on va le remettre en question. Donc voilà, des bribes d'éléments, certainement incomplets, mais à défaut d'une opinion personnelle, je trouve qu'il vaut quand même mieux répondre un petit peu d'analyse que rien du tout. D'accord. Bon, je note que vous avez eu un coup de cœur pour votre professeur. Ça vous rapproche d'Emmanuel Macron. Est-ce que... alors, une baisse de QI. Une baisse de QI, c'est pour ça que nous faisons appel à des sociétaires, c'est pour pas qu'il y ait de baisse de QI, et notamment au directeur artistique du magazine des idées, qui est Élément, dont en plus, vous savez, ils ont créé et sont à l'initiative d'une librairie à Paris, qui est 11 rue Médicis, je crois, oui, 11 rue Médicis, la nouvelle librairie, oui. Voilà, donc ça, c'est pas de la baisse de QI. C'est une librairie où on vend des livres, Martial. C'est-à-dire, on ne prend pas le thé, parce que maintenant, les librairies, on boit le thé, on fait lave-vaisselle, lave-linge, mais pas vente de livres. Là, on vend des livres. 11 rue Médicis, c'est au Luxembourg, c'est à Paris. Ça, c'était le côté pub. Ouais. Alors, je ne suis pas super bon en pub, mais bon. Moi, je l'ai fait pour vous. En 15 ans, le nombre d'inscrits au concours de recrutement du second degré dans l'enseignement a chuté de 30%. Voilà un chiffre, vous êtes toujours attaché aux chiffres, ça veut dire que c'est plus attractif. Alors, quand vous m'avez envoyé le sujet, enseignant, est-ce encore un métier attractif? Mais bien sûr, Martial, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. C'est l'élite de notre pays qui est représentée. Eh ben non. Non.
Moi, je fais partie de cette génération qui a fait des études dans les années 70 et début 80, où on avait encore des vieux professeurs en blouse, très stricts, et puis on avait le début des profs un peu en jean, qui vous disaient « Salut, on va m'appeler par le prénom, etc. » J'ai vraiment eu les deux. J'ai vu le changement des deux, et je pense que c'est une véritable catastrophe. Moi, je vous donne un seul exemple. Pour être enseignant, il faut avoir le CAPES ou le CAFEP. Le CAFEP, c'est pour le privé. Il faut avoir normalement un master. Aujourd'hui, on va passer à la licence. Le ministre a décidé qu'une licence suffirait pour passer ce concours parce qu'il n'arrive pas à remplir les classes. Il faut savoir que pour passer ces concours de l'éducation nationale, CAFEP et CAPES, aujourd'hui, vous avez le droit, si vous avez eu 3 enfants, vous êtes un sportif de haut niveau, de pouvoir les passer. Vous n'avez plus besoin de ces diplômes-là. Il faut savoir que dans les écoles privées, vous avez des gens qui n'ont même pas le CAPES, qui n'ont pas le CAFEP, qui ont leur bac. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'éducation nationale un peu comme vous avez fait votre armée, Martial. Vous vous rappelez les officiers, vous avez ceux qui ont fait Saint-Cyr, il y a ceux qui ont les contrats Orsap, il y a ceux qui font leur service militaire et ils sont aspirants. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous êtes, c'est un peu la grille du loto, vous pouvez avoir des agrégés, vous pouvez avoir des gens qui ont à peine leur bac, etc., qui vont être leurs professeurs. Et vous remarquerez que tous les agrégés, moi, je connais Éléments à l'avantage de pouvoir fréquenter beaucoup de gens qui sont agrégés. Il n'y en a quasiment pas. Vous voyez le QI. Ouais. Et on ferait rentrer un duo QI. Ces agrégés, ils ne sont jamais professeurs. Alors que l'agrégation est un concours pour être professeur. Bien sûr. Si vous n'êtes pas enseignant pendant 10 ans, vous perdez votre agrégation. Ben, vous avez des gens qui passent leur agrégation, qui ne jamais... Ces gens-là seront professeurs, mais ça leur permettra de pouvoir rentrer dans des entreprises. Vous m'évoquez un effet et la cause de cela. Pourquoi on va chercher des gens qui ont de moins en moins de diplômes pour remplir les classes de professeurs? C'est qu'il n'y en a plus. Pourquoi il n'y a plus de professeurs? Il n'y a plus de professeurs parce que, premièrement, c'est vrai que ce n'est pas très, très bien payé. La profession est une véritable catastrophe. Et à partir du moment où vous décidez que tout le monde va avoir son bac, tout s'abaisse. Et au bout d'un moment, les professeurs qui ont eu leur bac dans les années 90, ils ont eu leur bac dans les années 90, c'est pas le même que celui des années 80. Celui des années 80 n'est pas le même que celui des années 70. Eh oui, Stéphane. C'est tout ça. Eh oui. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous, Il y a Nicolas... des agrégés qui n'ont aucune pédagogie. Hein. Moi, j'ai eu des profs agrégés qui n'avaient pas de pédagogie. Oui. Et j'ai eu des instituteurs à la Pagnole qui étaient d'excellents professeurs et qui savaient transmettre ce qu'ils aimaient, les bons livres, les bons auteurs, les bonnes philosophies. C'est pas du 100%, voilà. Ce que vous non, on est d'accord. C'est pas un problème de diplôme. C'est un problème que les gens qui vont vers ce métier-là, aujourd'hui, je veux dire... Les cancres d'hier sont les profs d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Philippe Randa, on vient de parler rémunération. Je voudrais que vous parliez aussi de discipline, de reconnaissance sociale. Discipline, reconnaissance sociale, depuis mai 68, tout ça a explosé. Avant, on respectait ses professeurs. Je vous entendais dire effectivement que vous étiez la dernière génération. Moi, je pensais être la dernière, mais vous êtes arrivé juste après. Donc, encore la génération suivante, très bien. Mais jamais... On pouvait contredire des professeurs. Ça, encore, c'était possible quand on pouvait. Mais il était hors de question de les insulter, de les frapper, de voir un parent venir pour les balafrer, tout ça. Et pour des raisons futiles, c'est-à-dire une mauvaise note, une remontrance. Bon, tout ça, ça n'existait pas. Alors, effectivement, mais notre cher a pris l'argument que j'avais, c'est qu'on parle toujours des mauvais élèves et du niveau qui descendait. Les professeurs, ça a été la même chose. Les professeurs d'aujourd'hui sont les mauvais élèves d'avant. Je vais faire juste une petite parenthèse avec un de mes auteurs qui a été professeur toute sa vie aux États-Unis. C'est un Français, mais fasciné par le cinéma américain, a enseigné toute sa vie le français, d'abord aux États-Unis et surtout au Canada, mais c'est la même chose. Et lui m'expliquait comment ça se passait pour un professeur là-bas. Le professeur, il est sans arrêt jugé par son administration et il accepte ce jugement. C'est-à-dire que, notamment, il va se vendre dans une bourse aux professeurs. Chaque année, les professeurs arrivent, ils ont leur dossier, ils vont chercher avec un directeur où ils vont enseigner et à se vendre. Effectivement, le mot « vendre » est là parce qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes, qu'ils prouvent qu'ils sont des bons professeurs. Ils sont pris comme professeurs, ils donnent leurs cours. Alors déjà, quand ils donnent leurs cours, là-bas, ils ont un bureau avec leur numéro de téléphone personnel dessus. Leur adresse est connue.
En France, imaginez qu'on donne le téléphone ou l'adresse d'un professeur. Jamais, c'est inadmissible. Là-bas, c'est tout à fait normal. Et surtout, chaque fin d'année, le directeur d'université, alors je parle effectivement pour les universités, pour les études un peu plus importantes, au-delà du baccalauréat, c'est clair. Chaque année, le chef de l'université les convoque et leur dit « Bien, vous avez assuré vos cours, très bien. Vous êtes notés tous par vos élèves. Ils sont tous notés par les élèves. Ça ne leur fait pas peur. » Et ils disent « Très bien, vous avez des bonnes notes, vous avez assuré votre cours, tout va bien, très bien. Qu'avez-vous fait pour votre matière? Vous enseignez l'histoire, vous enseignez le français, vous enseignez une langue. Qu'avez-vous fait pour le prestige de votre matière en dehors de vos cours ?» Très américain. Ouais. C'est très américain, peut-être. Enfin, oui, je suis là en train de défendre. Ça ne donne pas un système éducatif remarquable aux États-Unis, ça se saurait quand même. Le professeur dit, j'ai fait des conférences, j'ai écrit un livre, j'ai écrit des articles. Il faut qu'il est sans arrêt sur la sellette. C'est quand même une grosse différence avec les professeurs en France. Il y a des inspecteurs. Oui, mais les inspecteurs, c'est rien. Dès qu'on est politiquement correct, il n'y a aucun problème. Dès qu'on n'a pas frappé, mis une gifle à un élève qui vous insultait, dès qu'il n'y a pas de problème, les inspections en France, ça passe, il n'y a aucun problème. Pourtant, les professeurs sont encore malades. Mais non, mais ils sont malades parce qu'ils ne font pas le poids, parce qu'on ne leur a pas enseigné non plus à tenir une classe, on ne leur a pas enseigné à réagir à des gens qui vont les insulter, qui vont les menacer. Aussi par la République. Oui, hein, dans certaines zones. Je faisais juste la différence. Sinon, pour vous dire quoi, que savoir si être enseignant, c'est un métier d'avenir, est-ce que ça donne envie? Mais est-ce que les professeurs en France donnent envie? Mais le gouvernement peut faire une amélioration de la formation initiale, de la formation continue. C'est que tout le monde. Mais c'était déjà le discours sous Hollande, sous Sarkozy, sous Chirac, sous Mitterrand, sous Giscard. Mais vous ne pouvez pas cacher, Philippe Randa, c'est qu'il y a des bons profs. Il y a des bons instituteurs, des gens qui font remarquablement leur travail. Combien reste-t-il encore de bons profs et combien reste-t-il combien sont la multitude de gens qui sont profs? Parce que d'abord, ils ont effectivement besoin de moins en moins de diplômes, de moins en moins de formation. Ils font ça faute de mieux pour avoir effectivement des salaires de misère, mais parce qu'ils valent pas mieux. Ils valent à peine leur salaire et encore c'est trop payé. Je suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez défendre les professeurs si vous avez beaucoup de donateurs dans les. C'est pas. Je défends pas les gens. Mais je suis désolé. Le niveau des professeurs, je les ai vus avec mes propres enfants. Pardonnez-moi, je ne défends pas les gens parce qu'ils sont donateurs. Je défends les gens quand j'ai envie de les défendre. Si vous avez envie de défendre, ne faites pas ce rapprochement-là. On n'a pas dû fréquenter les mêmes. Non, Philippe, là vous faites, il y a une confusion terrible, c'est que là vous nous parlez des profs d'université aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis alignent les meilleures universités quasiment au monde, les meilleurs professeurs. Mais là, on est en train de parler de l'école en général. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'école publique, quels que soient les gouvernements, les présidents démocrates ou républicains, effectivement, c'est un peu comme les trains en Angleterre, ça ne marche jamais, quoi. C'est pour ça que j'ai précisé pour les études supérieures. Voilà, mais en France, on a aussi d'excellentes universités. Ce qui est vrai, vous évoquiez mai 68, c'est vrai que cette génération de professeurs, de jeunes professeurs ou d'élèves sont descendus d'eux-mêmes de leur piédestal. Et après, sont étonnés de ne plus avoir la même aura et le même respect. Ils ont en quelque sorte creusé leur tombe avec leurs dents. Mais ça, c'est de la génération, ça remonte quand même à mai 68, ça fait un petit bout de temps. On ne peut pas, la faute de ces étudiants et de ces profs aujourd'hui, on ne peut pas la rejeter sur le professeur, homme ou femme, qui débarque vraiment en terrain hostile, c'est pas de sa faute. Et c'est d'autant moins sa faute les professeurs sont aujourd'hui un peu comme les policiers, détenteurs d'une autorité qu'on leur interdit d'exercer. Parce que contrairement à ce que vous dites, en France, les profs sont très surveillés. Et ils sont notés. Alors après, le fait que j'ai jamais dit le contraire. Votre apologie bolchevique voulant que les élèves notent leurs professeurs, ça me paraît un peu... Pourquoi pas? C'est votre droit. Il faudrait déjà qu'ils sachent compter jusqu'à 20, c'est très On n'a qu'à faire une notation sur 10. Sur 5. C'est très prudent. Avec des lettres. Ou ABCD avec les lettres. Des smileys. Il y a toute une littérature sur le sujet de professeurs. On en a reçu un, Jean-Paul Brigelli. Effectivement, c'est vrai que le professeur aujourd'hui qui veut vraiment faire son métier avec amour, avec respect et un petit peu à l'ancienne, oui, effectivement, c'est un héros des temps modernes. Et il le fait contre sa propre hiérarchie. Là, merci Blanquer, la méthode syllabique revient à l'honneur, mais j'ai connu des profs qui l'enseignaient en cachette. Et quand il y avait l'inspection, ils disaient semblant de faire de la méthode globale.
Donc, les professeurs, oui, ceux qui font leur boulot sont des héros. Après, il en est d'autres, effectivement, sans remonter jusqu'à mai 68, quand j'ai vu ce qu'on a pu enseigner mes enfants entre les cours d'antiracisme et les profs qui ont fait défiler leurs enfants le 21 avril 2002, oui, quand après ils se prennent des claques, j'ai pas envie de pleurer plus que ça, quoi. Mais il faut pas oublier, oui, je sais pas si c'est un métier d'avenir, mais ceux qui le font sont vraiment des héros et méritent notre respect, quoi. Et dans certaines zones particulièrement, où on les envoie au casse-pipe. Ou paradoxalement, d'ailleurs, les zones les plus dangereuses, c'est là où on devrait envoyer des profs d'expérience. On envoie des gamins ou des gamines d'à peine 23 ans. En 2015, d'après l'enquête PISA, la France est le pays où le climat de discipline dans les écoles, c'est le plus dégradé. Ça, Caroline, ça vous parle? Vous connaissez cette difficulté? Vous enquêtez même souvent sur ça? Très souvent. Je trouve que le système éducatif actuel fait une place trop large à finalement un système intellectuel, un mauvais système intellectuel qui donne un bac dévalorisé. Au final, je trouve, et c'est l'Arlésienne, comme vous le disiez tout à l'heure, que les gouvernements devraient donner la place bien plus à l'apprentissage, à la formation, au bac pro, devraient apprendre la passion du métier, la passion de ce qu'on fait. Ça devrait être énormément revalorisé, je trouve. Je trouve qu'on manque de bons boulangers, on manque de bons garagistes, on manque de bons sapeurs-pompiers qui peuvent passer par les bacs pro métiers de la sécurité. Escalader les immeubles par le balcon. Vous en voulez plus ou moins? Mais ça n'en fait pas. Je crois que ça n'en fait pas un pompier pour autant, je crois. Voilà, je continue de penser qu'il faut vraiment revaloriser l'artisanat, revaloriser l'apprentissage et revaloriser la formation. Voilà, parce que c'est avec une formation qu'on trouve un bon métier et on aura toujours beaucoup plus besoin de boulangers, j'estime, et de garagistes que d'animateurs télé. Pardon, Stéphane Edouard. Je fais un très bon pain, ne préjugez pas de la qualité de mon pain. Alors, si je peux rebondir sur cette histoire d'enseignant, il s'est passé quelque chose de très intéressant en Italie qui, comme tout ce qui est intéressant en Italie, est passé totalement à la trappe, car on ne tire de l'actualité italienne que les gros titres, le bateau qui coule, le pont qui s'écroule, tout le reste, on n'entend jamais parler. En 2006, on a proposé la place du Blanquer français à un écrivain italien qui s'appelle Alessandro Baricco. On lui a proposé le poste d'éducation-culture. Je crois que le ministère était groupé, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Il l'a décliné sans formuler une réponse très claire en disant « Mon prochain livre sera la réponse au fait que j'ai décliné l'offre et que je ne prendrai pas en charge la culture et l'éducation de la prochaine génération de petits Italiens. » Et il a pondu cet opus que je recommande à l'ensemble de vos téléspectateurs, qui est une merveille, qui est selon moi la chose la plus intelligente écrite de ces 10 dernières années, ou 12, qui s'appelle « Les barbares », sous-titré « Essai sur la mutation ». Et il explique comment la génération qui précède perçoit la génération qui la suit comme barbare, c'est-à-dire comme animaux légèrement différents de soi et qui respirent, qui évoluent, qui sont stimulés par des stimuli qui nous auraient soit laissés indifférents en tant que génération d'avant, soit qui nous auraient complètement horripilés. Donc c'est de là qu'on tire, mais qu'est-ce que c'est que cette musique que t'écoutes, ma fille? C'est pas de la musique, c'est du bruit. Pourquoi est-ce que le film est monté de façon épileptique? On ne comprend rien. Et bon. Et ça, c'est de la une anecdote qui me dispensera de faire un résumé théorique très long et très chiant de ce livre. Claude Allègre, que je ne porte pas, pour lequel je n'ai ni amitié ni inimitié, avait dit quelque chose de très juste à son époque, vous savez, rien à voir avec le mammouth. Il avait répondu à une énième réforme des programmes. Il avait dit, mais vous savez, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'apprendre le latin à des jeunes qui n'ont pas vu Gladiator. Ce n'est pas qu'on va substituer l'enseignement du grec ou du latin par Gladiator. C'est que pour les y amener, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'abord Gladiator et après on cause. Très bon film, Gladiator. Très bon film, très bon esprit. Voilà. J'ai eu la même remarque pour une professeure de latin. Et on peut lire Astérix aussi, hein, ça coûte moins. Et Baricco concluait que le problème des musées et de la non-fréquentation des musées, on a tous constaté, on va dans une capitale touristique comme Paris, New York, Rome, etc. Les avenues de shopping sont surpeuplées, les restaurants sont surpeuplés, les plages sont surpeuplées, vous allez au musée, il n'y a personne. J'étais à Lisbonne cet été, au musée, personne. Quelques Japonais. À Rome, vous allez au musée, il n'y a personne, il n'y a jamais personne.
Bon, en réalité, c'est parce que le principe même de consacrer 1 heure ou 2 debout à marcher lentement dans un univers qui est finalement, par rapport à un écran assez peu stimulant visuellement, c'est une langue étrangère pour la génération Y et Z, qui sont abreuvés de stimuli visuels, de lumière bleue, d'écran, de slides, Et en réalité, le constat tragique de Baricot, c'est qu'on ne les aura plus avec un enseignement qui nécessite d'être assis, du temps long, des feuilles blanches et des crayons. On les aura en les y amenant par quelque chose qu'ils peuvent comprendre, qui peut être un film grand public, quitte à horripiler les plus orthodoxes de l'éducation. Cette génération-là, si on ne l'y amène pas par des stimuli, par du spectaculaire, par du coloré, par du brutal, on l'a perdu. Et je pense effectivement que si je pense être pédagogue, puisque je vis de mes conférences depuis maintenant, comme l'a gentiment expliqué votre présentation. Ça fait plus de 12 ans que j'écris des conférences tous les mois et que des gens payent pour venir m'écouter parler pendant 6 heures, sans bouger. Oui. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Vous en avez dans le public, ils sont pas morts, n'est-ce pas? Et ben en fait, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un matériau d'extrême qualité. Si aujourd'hui, vous me donniez une classe d'enfants de 12 ans ou de 14 ans, je les tiendrais pas 6 heures, mais même pas 3, même pas 2, peut-être même pas 1, sans faire le pitre. Je pense que les professeurs sont loin d'être parfaits, loin d'être motivés à la hauteur peut-être, ou devrait l'être leur noble mission, certes. Néanmoins, le matériau qu'on leur pose sur les chaises a mué, a muté. Un enfant d'aujourd'hui n'est pas réceptif à un enseignement statique, oral, avec du tableau et des craies et des mises en perspective historiques. Il va décrocher. Le attention span, comme disent vos collègues enseignants dans les collèges américains, l'attention span étant le temps d'attention est trop court. C'est fini. Il n'y a plus des temps d'attention de 45 minutes, 1 heure. Et ne parlons même pas de 2 ou 3. Ouais, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est pour ça que Bistro Liberté est plus court maintenant que les précédentes saisons. Dans la vie, moi, eh bien, je suis prof. Ben oui, mais il en faut, mon vieux. Il n'y a pas de saut métier. Dit ce professeur à un autre. Encore des bonnes notes. Mais si tu continues comme ça, mon pauvre, tu finiras en enseignant, comme tes profs. Voilà, et aujourd'hui, prof en colère, demain, prof en galère. Voilà, avec ce sous-titre, pour boucler mes fins de mois, merci. Et puis, dernier dessin, parce que Ignace Sarah, toujours Ignace, Blanquer supprime 1800 postes d'enseignants, mais je vais embaucher de nombreux profs d'arabe. Voilà, ça c'est pour la polémique sur l'enseignement de l'arabe. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Edouard. Alors, pour vous retrouver, merci tout d'abord à nos amis sociétaires. Merci à Patrick Luzinski d'être venu. Et je souhaite bonne chance à la fois à Élément. À votre émission sur TV Liberté cette année-là. Élément, c'est le prochain. C'est en couverture, on a Éric Zemmour. Et pour une fois, dans ce numéro, on ne parle pas de prénom du calendrier des PTT. Voilà, Éric, si vous nous entendez, recevez le message. Messieurs, à très bientôt. La vieille garde de Bistro Liberté. Caroline, on se retrouve dans 15 jours pour notre prochaine invitée. On a déjà le nom. Avec très grand plaisir. On va pas dire, mais on l'a déjà. Voilà. C'est inscrit, c'est parti, c'est sur la route. Il arrivera de Marseille. Allez, voilà, seule indication. On donne que c'est là. Il arrivera de Marseille. Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Edouard. Alors, la suite. Où est-ce qu'on vous retrouve? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez en Italie, en Espagne? Vous restez en France? Eh bien, écoutez, je donne une série d'entretiens et j'en réalise moi-même avec des sympathisants, avec des adversaires tout au cours de cette semaine. Vous les découvrirez sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Stéphane Edouard, homme d'influence, ou Stéphane Edouard tout court, homme d'influence au pluriel étant le nom du site. Et puis voilà, après on tape Facebook, on tape Instagram, on tape YouTube. Voilà, on nage un petit peu sur les différents réseaux sociaux et asociaux. Merci beaucoup Stéphane Edouard, merci à tous. On va se retrouver dans 15 jours. Merci bien évidemment à l'équipe technique aujourd'hui, à notre producteur Arnaud Soyer, à notre réalisateur Raphaël Daudeville, à l'ensemble des techniciens qui étaient avec nous. Et c'est à cette caméra-là que je dois parler. Merci de me l'avoir précisé avant la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Merci, au revoir.